Le vent d'automne balayait les vastes plaines du Wyoming, emportant avec lui l'odeur de sauge et de poussière qui était devenue la signature de la frontière. Nous étions en 1887, et la petite ville de Redemption Creek se dressait comme une cicatrice érodée par le temps dans le paysage. Ses bâtiments en bois se blottissaient, les uns contre les autres, face à l'étendue infinie de la prairie et aux montagnes lointaines. La rue principale n'était guère plus qu'un chemin de terre flanqué du saloon, du magasin général et de la salle des ventes. Trois piliers de la civilisation dans cette terre hostile où les hommes se taillaient une vie dans la pierre et le sable. Jacob Harlow se tenait sous le porche du saloon Silver Dollar, les bottes appuyées contre la balustrade, observant son domaine. À 35 ans, il était l'un des éleveurs les plus riches du territoire, propriétaire de vastes ranchs doubleurs qui s'étendaient à perte de vue. Son visage buriné portait les marques d'un homme qui avait lutté contre la terre et gagné, avec des yeux gris enfoncés qui ne manquaient rien et une mâchoire qui suggérait une obstination innée. Les hommes soulevaient leurs chapeaux lorsqu'ils le croisaient dans la rue, reconnaissant à la fois son succès et le pouvoir que cela lui conférait. Les femmes, cependant, gardaient leur distance, sentant quelque chose de dur et d'inflexible sous son apparence séduisante. Encore une vente aux enchères aujourd'hui, marmonna Tom Brennan, le contremaître et compagnon de beuverie de Jacob, en le rejoignant sous le porche. Il paraît qu'il y a une nouvelle veuve dans le lot. Jacob but une longue gorgée de whisky. Les ventes aux enchères d'automne étaient devenues une sinistre tradition à Redemption Creek. Un marché où des femmes désespérées, veuves ou abandonnées, se vendaient essentiellement aux plus offrants et en échange d'une protection et d'une subsistance. C'était une pratique qui lui donnait la nausée, même s'il n'avait jamais exprimé ses sentiments à haute voix. Dans l'Ouest, le pragmatisme l'emportait toujours sur les sentiments. Qui est-elle? Demanda Jacob, plus par habitude que par intérêt. Personne ne sait grand-chose, répondit Tom en crachant du jus de tabac dans la rue. Elle est arrivée hier en diligence, toute vêtue de noir comme un corbeau. Elle ne montre son visage à personne. Les gens l'appellent la veuve mystérieuse. À l'intérieur du saloon, Jacob pouvait entendre les rires grossiers des hommes qui pariaient déjà sur qui remporterait quelle femme. La vente aux enchères ne commencerait que dans 1 heure, mais la ville était déjà en effervescence, animée par l'excitation perverse qui accompagnait ce genre d'événement. Jacob n'y avait jamais participé. Il n'avait pas besoin d'une femme, mystérieuse ou non. Son ranch fonctionnait comme une horloge. Son lit n'était jamais froid quand il ne le voulait pas, et il évitait activement les complications. Mais il y a une chose étrange, continua Tom en baissant la voix. Mary, à la pension, dit avoir entendu la femme pleurer dans sa chambre la nuit dernière. Pas des pleurs normaux, remarquez, mais le genre de pleurs qui viennent du plus profond de soi, comme ceux d'un animal qui souffre. Jacob se tortilla, mal à l'aise. Il avait déjà entendu ce son pendant la guerre, lorsque les hommes réalisaient qu'ils allaient mourir loin de chez eux. Il repoussa ce souvenir et vida son verre. « Allez, les gars! » Une voix retentit de l'autre côté de la rue. Le juge Samuel Morrison, commissaire-priseur autoproclamé et magistrat de la ville, était déjà en train d'installer son estrade. Que cette bénie soit l'heureuse cérémonie commence. Nous avons 5 charmantes dames à la recherche d'un foyer chrétien. La foule commença à se rassembler, les hommes se bousculant pour obtenir les meilleures places. Jacob resta sous le porche, observant avec un intérêt détaché les premières femmes qui étaient amenées. Il les connaissait toutes. Sarah Mills, dont le mari était mort dans un accident minier. Betty Donovan, abandonnée avec 3 enfants lorsque son mari était parti chercher de l'or et n'était jamais revenu. La jeune Annie Peterson, à peine âgée de 18 ans et déjà épuisée par la vie dans l'Ouest. Puis, elle apparut. La veuve mystérieuse, comme Tom l'avait appelée, monta sur l'estrade avec une prestance qui la distinguait immédiatement des autres. Alors que les autres femmes se recroquevillaient sous le regard scrutateur de la foule, elle se tenait droite, enveloppée dans un manteau noir qui la couvrait de la tête aux pieds. Un voile épais dissimulait complètement son visage et des gants noirs recouvraient ses mains. Elle se déplaçait avec une grâce étrange, comme si elle flottait plutôt que de marcher. Et lorsqu'elle prit place sur l'estrade, elle resta parfaitement immobile, telle une statue sculptée dans la nuit. La foule se tut. Même dans une ville habituée aux histoires tragiques, il y avait quelque chose de troublant dans cette silhouette entièrement dissimulée. « Messieurs, commença le juge Morrison, dont l'arrogance habituelle s'était quelque peu atténuée.
Nous avons ici une veuve qui préfère préserver son intimité. Elle est instruite, sait lire et écrire et s'y connaît en matière d'économie domestique. Elle m'a demandé de ne pas divulguer son nom avant que tout soit réglé. Des murmures parcoururent la foule. « Que cache-t-elle » cria quelqu'un. « Elle est peut-être malade » suggéra un autre. « Ou affreusement laide sous tous ses vêtements noirs. » Jacob se surprit à descendre du porche, attiré par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, il surprit des bribes de conversation. J'ai entendu dire qu'elle venait de l'Est. Quelqu'un a dit qu'elle s'était renseignée sur l'ancienne maison des Hendrick, celle qui a brûlé, probablement parce qu'elle fuyait quelque chose de honteux. Lorsqu'il arriva devant la foule, Jacob leva les yeux vers la femme en noir. Pendant un instant, il aurait pu jurer qu'elle le regardait directement, même s'il ne pouvait pas voir ses yeux à travers le voile. Il y avait quelque chose dans sa posture, fière mais fragile, comme un pur sang qui avait été trop malmené mais refusait de se briser. « Eh bien, messieurs, lança le juge Morrison, commençons les enchères à 20 $. Silence. Personne ne voulait risquer son argent sur une quantité inconnue. 10 $? Le juge réessaya, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur de l'air automnal. Toujours rien. La femme sur l'estrade restait immobile, mais Jacob remarqua que ses mains gantées étaient légèrement crispées sur ses côtés. « Allez, venez, il y a sûrement quelqu'un. Hey, Harlow! » Une voix s'éleva depuis le saloon. Buck Watson, un autre éleveur plus connu pour son goût du jeu que pour son bétail, fit son apparition d'un pas assuré. « J'ai une proposition à te faire. » Jacob se retourna, déjà peu enthousiaste à l'idée de la suite. Buck était accompagné de 2 autres hommes, tous 3 arborant le sourire malicieux de ceux qui s'apprêtent à causer des ennuis. « Je te parie 100 $ que tu ne peux pas faire sortir ce corbeau de sous ses plumes. » déclara Buck à voix haute, en désignant la femme sur l'estrade. « Bon sang, je te parie 200 $ si tu y arrives avant le lever du soleil. » La foule éclata de rire et de sifflements. Sur l'estrade, la femme en noir fit un petit pas en arrière, premier signe de détresse. « Tu es ivre, Watson, » dit Jacob froidement. « Peut-être, mais mon argent est bon, à moins que le grand Jacob Harlow ait peur d'un petit mystère. » Le sourire de Buck s'élargit. « Ou peut-être avez-vous perdu votre touche avec les femmes. » Jacob sentit la brûlure familière de la fierté dans sa poitrine. Il avait bâti sa réputation en ne reculant jamais devant un défi. Qu'il s'agisse de dompter des chevaux, de négocier le prix du bétail ou d'affronter des squatteurs, la partie rationnelle de son esprit lui disait de s'en aller. Mais la foule observait maintenant, attendant de voir si le puissant Jacob Harlow pouvait être battu par Buck Watson parmi tous les autres. « Mettez 300, s'entendit-il dire. « Et vous avez un pari. » Les yeux de Buck brillèrent de triomphe. « C'est fait, les gars. Vous l'avez entendu. » Avant de pouvoir reconsidérer sa décision, Jacob se tourna vers le juge Morrison. « 50 $ pour la femme en noir. » Le juge écarquilla les yeux. « 50 $. Une fois, 2 fois. 75. » Jacob l'interrompit, sans quitter des yeux la silhouette voilée. « Et c'est ma dernière offre. Vendue. » Le marteau de Morrison s'abattit avec une hâte déplacée. La foule se dispersa en riant et en répandant déjà la nouvelle du pari. Jacob s'approcha de l'estrade. La femme n'avait pas bougé, restant là comme figée sur place. « Madame, dit-il doucement, en lui tendant la main pour l'aider à descendre. Si vous voulez bien me suivre. » Pendant un long moment, elle ne répondit pas. Puis, lentement, elle glissa sa main gantée dans la sienne à travers le tissu. Il pouvait la sentir trembler. « Je m'appelle Clara, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible à travers le voile. « Clara Thornton, » répondit-elle. Jacob l'aida à monter dans son chariot, conscient des regards qui les observaient depuis chaque fenêtre et chaque porte, alors qu'ils quittaient la ville pour se diriger vers son ranch. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il venait de prendre la meilleure ou la pire décision de sa vie. À côté de lui, Clara Thornton était assise dans un silence parfait, un mystère enveloppé de noir, porteuse de secrets qu'il était désormais tenu de découvrir. Le soleil du Wyoming commençait à descendre vers les montagnes, peignant le ciel de nuances oranges et rouges qui ressemblaient à du feu. Jacob serra plus fort les rênes, repoussant la pensée désagréable qu'il venait d'acheter un être humain sur un lit. Au loin, son ranch s'étendait à travers la prairie, et il se surprit à se demander ce que l'aube apporterait, et si l'un d'eux serait le même quand elle arriverait.
La salle des ventes fut plongée dans un silence tendu lorsque le juge Morrison leva son marteau, s'apprêtant à sceller le destin de Clara Thornton. Jacob se tenait à l'avant de la foule, la mâchoire serrée par la détermination, conscient que tous les regards de Redemption Creek étaient braqués sur lui. Le pari avec Buck Watson flottait dans l'air comme de la fumée de poudre, transformant ce qui aurait dû être une simple transaction en un spectacle. 75 $ de M. Harlow, annonça Morrison, sa voix résonnant à travers la place. Est-ce que j'entends, Caton? La foule s'agita nerveusement. La plupart des hommes étaient venus prêts à enchérir 20 ou 30 $ au maximum. 75 $ représentait une petite fortune, suffisante pour acheter plusieurs bons chevaux ou une modeste propriété. Mais il ne s'agissait plus de valeur. Il s'agissait de fierté, de spéculation et du sombre divertissement de voir ce qui se cachait sous les voiles de Clara. « C'est trop cher pour moi, marmonna Dan Cooper, le forgeron. Il recula de la plateforme. « Pour moi aussi, acquiescèrent plusieurs autres, bien que leurs yeux restaient fixés sur la mystérieuse silhouette vêtue de noir. Clara resta parfaitement immobile tout au long de la procédure, sa posture rigide comme une statue de cimetière. Seul le léger mouvement du tissu lorsqu'elle respirait trahissait la présence d'une femme vivante sous tout ce tissu noir. Le soleil de l'après-midi tapait sans pitié, et Jacob se demandait comment elle pouvait supporter la chaleur enveloppée dans des vêtements aussi lourds. 75. Une fois, criait Morrison en s'essuyant le front avec un mouchoir jauni. Deux fois. 100 $. Une nouvelle voix retentit. La foule s'écarta pour laisser passer Ezra Blackwood, le propriétaire du plus grand magasin des Trois Comtés. Blackwood était connu pour son sens aigu des affaires et sa collection de femmes de ménage. De jeunes femmes qui travaillaient dans son manoir, dans des conditions que la bonne société préférait ne pas examiner de trop près. Jacob serra les poings. L'idée que Clara soit entre les mains de Blackwood lui inspira un élan de protection inattendu. Il se dit qu'il s'agissait simplement du pari, qu'il ne fallait pas perdre la face devant la ville. 125, répliqua Jacob d'une voix ferme. Blackwood plissa les yeux. 50. 200. Un murmure s'éleva de la foule. 200 $, c'était plus que ce que la plupart des hommes gagnaient en un an. Buck Watson poussa un cri de joie depuis sa place près du saloon, calculant déjà ses gains potentiels. Blackwood hésita, son esprit de marchand pesant clairement l'investissement par rapport au rendement inconnu. Après un long moment, il secoua la tête et recula. « Elle est à toi, Harlow. J'espère qu'elle en vaut la peine. 200 $. La voix de Morrison se brisa d'excitation. Vendu à M. Jacob Harlow. Le marteau tomba avec finalité et la foule éclata dans un mélange d'acclamations, de rires et de chuchotements spéculatifs. Jacob monta les marches de l'estrade, essayant d'ignorer le poids de ce qu'il venait de faire. En s'approchant de Clara, il remarqua que ses mains tremblaient plus visiblement maintenant, serrées l'une contre l'autre devant sa robe noire. « Madame, dit-il doucement, en modulant sa voix pour qu'elle seule puisse l'entendre, nous devons partir. » Clara acquiesça d'un signe de tête, un mouvement à peine perceptible sous ses voiles. Lorsque Jacob lui offrit son bras, elle hésita avant de le prendre à travers le tissu de son gant et la manche de sa chemise. Il pouvait sentir à quel point son bras était mince, fragile. Ils descendirent ensemble de l'estrade, sous les regards insistants et les commentaires grossiers. « N'oublie pas, Harlow, » lança Buck. « Demain à l'aube, je vérifierai. » Jacob aida Clara à monter dans son chariot, remarquant qu'elle ramassait soigneusement ses jupes, évitant de montrer ses chevilles qui auraient pu alimenter davantage les spéculations. Il grimpa à côté d'elle et prit les rênes, impatient d'échapper à l'atmosphère étouffante de la place du village. Alors qu'il roulait dans la rue principale, Clara prit enfin la parole, sa voix étouffée par le voile, mais avec une surprenante note d'acier. Quel était le pari? Les mains de Jacob se crispèrent sur les rênes. Il espérait qu'elle n'avait pas entendu, même s'il aurait dû se douter du contraire. Les nouvelles circulaient vite dans une petite ville, surtout des nouvelles aussi salaces que celle-ci. « Ce n'est pas important, dit-il d'un ton bourru. 200 $ suggèrent le contraire. » Elle tourna légèrement la tête vers lui. « J'ai le droit de savoir ce que vous avez acheté. » La franchise de ses paroles le surprit. La plupart des femmes dans sa situation auraient été trop effrayées ou reconnaissantes pour interroger leur bienfaiteur. Mais là encore, la plupart des femmes ne se cachaient pas derrière des voiles et des mystères. Buck Watson a parié que je n'y arriverais pas.
Jacob fit une pause, cherchant une formulation délicate. Que je ne parviendrai pas à vous convaincre d'ôter votre voile et de devenir ma femme avant le lever du soleil. Clara resta silencieuse si longtemps que Jacob se demanda si elle s'était évanouie. Puis elle éclata de rire. Un son bref et amer, dépourvu d'humour. Quelle déception pour M. Watson. Il va perdre son argent. Écoutez, madame, je ne m'attends pas à ce que vous ayez payé 200 $. Clara l'interrompit. Vous avez fait un pari devant toute la ville. Votre réputation est en jeu. Je comprends parfaitement la situation. Monsieur Harlow. Ils roulèrent ensuite dans un silence inconfortable, les roues du chariot grinçant sur la route cahoteuse qui menait hors de la ville. Le ranch WR se trouvait à 8 kilomètres de Redemption Creek, suffisamment loin pour préserver l'intimité, mais suffisamment proche pour être pratique. Pendant le trajet, Jacob se surprit à jeter des regards furtifs à sa mystérieuse passagère. Elle était assise dans une posture parfaite malgré les secousses du chariot, les mains gantées et repliées sur ses genoux. Le voile noir était en fait double. Il se rendit compte qu'il y avait une couche extérieure plus épaisse et une maille plus fine en dessous. Même en plein soleil, il ne pouvait discerner aucun de ses traits. Seule la façon dont elle tournait la tête pour suivre le vol d'un faucon, ou la légère inclinaison de sa tête lorsqu'elle écoutait les sons de la prairie, suggéraient qu'une femme vivante se cachait sous ce voile matinal. « Depuis combien de temps êtes-vous veuve » demanda-t-il, essayant de briser le silence oppressant. « 14 mois, répondit-elle après une pause. Mon mari et mon fils sont morts dans un incendie. Le ton neutre de ses mots exprimait plus de douleur que n'importe quel sanglot n'aurait pu le faire. Jacob repensa aux paroles de Tom sur les cris des animaux dans la nuit et sentit une émotion inattendue lui serrer la poitrine. « Je suis désolé pour votre perte. »« Vraiment ?» La voix de Clara trahissait une curiosité sincère. « Ou dites-vous simplement ce qu'on attend de vous ?» Jacob réfléchit. « Les deux. Je suppose que c'est ce qu'on attend de moi, mais je le pense aussi. J'ai perdu mon frère à la guerre. Je sais ce qu'est le deuil. » Clara se tourna davantage vers lui. Comme pour le réévaluer. De quel côté? De l'union. Vous. Mon mari a combattu pour la Virginie. Il est rentré à la maison avec un bras en moins, mais vivant. Il disait que c'était une plaisanterie de Dieu. Il avait survécu à Antietam pour mourir à cause d'une lanterne renversée. Ils franchirent une crête et le double H s'étendait devant eux. La maison principale comptait 2 étages, construite en bois et en pierres locaux, avec un porche qui l'entourait et que Jacob avait ajouté l'année précédente. Derrière se trouvaient le dortoir, la grange et divers bâtiments annexes, tous disposés avec une précision militaire. Des bovins parsemaient les pâturages voisins et des chevaux paissaient dans le paddock. « C'est impressionnant, » observa Clara. « Il a fallu 10 ans pour le construire, » répondit Jacob, incapable de cacher sa fierté. « J'ai commencé avec rien d'autre qu'une concession et quelques bœufs galeux. Et maintenant, tu peux te permettre de payer 200 $ pour une veuve aux enchères. » L'amertume était revenue dans sa voix. « Tu dois être très fier. » Jacob arrêta la charrette devant la maison, irrité. « Aurais-tu préféré que je te laisse à Blackwood? Ou peut-être à personne? Tu pourrais dormir dans la rue ce soir au lieu de dormir dans ton lit, » finit Clara calmement. « Oui, monsieur Harlow, je suis consciente de ma chance. » Elle descendit de la charrette avant qu'il n'ait pu l'aider, se déplaçant avec la même grâce éthérée qu'il avait remarquée sur le quai. Maria, sa gouvernante mexicaine, apparut sous le porche, le visage buriné par la curiosité et l'inquiétude. « Maria, voici Madame Thornton, » dit Jacob, revenant à la formalité. « Elle va séjourner chez nous. Préparez la chambre bleue, s'il vous plaît. » Maria haussa légèrement les sourcils. La chambre bleue était la meilleure chambre d'amis, généralement réservée aux acheteurs de bétail en visite ou aux rares visites de la famille de Jacob. « Voyez-vous, Seigneur Harlow, la señora se joindra-t-elle à vous pour le dîner? » Jacob regarda Clara qui se tenait à l'écart, telle une colonne noire se découpant dans la lumière dorée du soir. « Madame Thornton, je préférerais un plateau dans ma chambre, si cela vous convient. » Elle se tourna vers Maria. « Je m'excuse pour tout désagrément. Ce n'est pas un problème, señora, » l'assura Maria, bien que son regard interrogateur se posât sur Jacob. Tandis que Maria conduisait Clara à l'intérieur, Jacob détela les chevaux, l'esprit en ébullition. Ce qui semblait être une simple question de fierté en ville lui paraissait désormais compliqué et inconvenant.
Cette femme, Clara, était manifestement instruite, s'exprimait bien et portait son chagrin comme un fardeau physique. Ce n'était pas une fille de saloon qui aurait pu rire d'un pari grossier. C'était une veuve qui avait tout perdu et qui en était réduite à se vendre pour survivre. Il frotta les chevaux avec plus de force que nécessaire, essayant d'ignorer la voix dans sa tête qui ressemblait étrangement à celle de sa défunte mère, exprimant sa déception face à l'homme qu'il était devenu. Lorsqu'il eut terminé, l'obscurité s'était installée sur le ranch et les lumières brillaient chaleureusement depuis les fenêtres de la maison. À l'intérieur, il trouva Maria dans la cuisine, préparant un plateau repas avec son efficacité habituelle. La señora est très triste, dit Maria sans préambule. Pourquoi cache-t-elle son visage? Je ne sais pas, admit Jacob en se servant généreusement un whisky dans le buffet. Elle a perdu sa famille dans un incendie. Maria fit le signe de croix. Ah, pauvre femme, le feu, c'est très grave. Ma cousine a des cicatrices à cause d'un incendie. Elle ne montre plus son visage depuis. La main de Jacob s'immobilisa sur son verre. Des cicatrices? Il n'avait pas envisagé cette possibilité. Cela expliquerait les voiles, les gants, le fait qu'elle se couvre entièrement malgré la chaleur. Son estomac se noua lorsqu'il repensa au pari grossier de Buck, aux spéculations des habitants de la ville, à sa propre fierté d'avoir accepté ce pari. « Dois-je monter le plateau ?» demanda-t-il, ressentant soudain le besoin de revoir Clara, peut-être pour s'excuser, ou au moins pour lui assurer qu'il n'était pas le monstre qu'elle semblait croire. Non, le ton de Maria ne souffrait aucune discussion. Elle a besoin de temps. Laisse-la tranquille ce soir. Mais la tranquillité n'était pas au rendez-vous. Alors que Jacob s'asseyait pour dîner seul, il pouvait entendre des pas au-dessus de lui, qui allaient et venaient, comme un animal en cage testant les barreaux. Le bruit continua longtemps après qu'il eut fini de manger, alors qu'il tentait de lire après l'heure à laquelle les ouvriers du ranch se couchaient. Finalement, vers minuit, le silence revint. Jacob monta les escaliers et s'arrêta devant la chambre bleue. Aucune lumière ne filtrait sous la porte. Aucun bruit ne s'en échappait. Il leva la main pour frapper, puis se ravisa. Que dirait-il? Qu'il était désolé de l'avoir acheté comme du bétail. Que le pari n'avait pas d'importance. Les deux étaient vrais, mais les mots semblaient inadéquats. Il retourna dans sa chambre, mais le sommeil le fuyait. À travers sa fenêtre, il pouvait voir les étoiles éparpillées dans le ciel de la prairie comme des diamants renversés. Quelque part dans cette maison se trouvait une femme dont le mystère avait déjà commencé à le troubler. L'aube allait bientôt se lever, apportant avec elle les attentes de Buck Watson et le jugement de la ville. Mais alors que Jacob finissait par sombrer dans le sommeil, ce n'était pas le pari qui troublait ses rêves. C'était le rire amer de Clara Thornton et la façon dont elle se tenait sur cette estrade, seule, fière et inébranlable, malgré tout ce que le monde lui avait pris. Il avait payé 200 $ pour un mystère, mais il commençait à soupçonner que le coût réel serait bien plus élevé. L'horloge de grand-père dans le couloir venait de sonner 2 heures lorsque Jacob entendit un léger coup à la porte de sa chambre. Il était allongé, éveillé, regardant les ombres danser au plafond. Son esprit refusait de se calmer. Au bruit, il s'assit rapidement et attrapa la lampe à Will sur sa table de chevet. « Entrez », dit-il doucement, s'attendant à voir Maria avec une urgence domestique. La porte s'ouvrit lentement et Clara Thornton se tenait sur le seuil, toujours vêtue de ses habits de noir, mais semblant plus petite, plus vulnérable dans la profondeur de la nuit. La lumière de la lampe vacillait, projetant des ombres tremblantes qui la faisaient presque ressembler à un fantôme. « Je m'excuse de vous déranger, dit-elle d'une voix calme, malgré le tremblement que Jacob pouvait voir dans ses mains gantées. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux régler cette affaire sans plus tarder. » Jacob sortit ses jambes du lit, soudain conscient de son état de déshabillage, vêtu seulement d'un pantalon et d'un maillot de corps. Il attrapa sa chemise suspendue à la chaise voisine. « Madame Thornton, ce n'est pas nécessaire, je vous en prie. » Elle entra dans la chambre et referma la porte derrière elle. « Laissez-moi parler avant que je ne perde mon courage. » Jacob s'immobilisa, la regardant s'approcher du cercle de lumière de la lampe. Ses doigts s'affairèrent avec une efficacité experte sur les attaches de son voile extérieur. Le lourd tissu noir tomba, révélant la fine maille en dessous. À travers celle-ci, il pouvait désormais distinguer la forme générale de ses traits, même si les détails restaient cachés. « Il y a 14 mois, commença Clara, la voix distante. Je vivais dans une petite ville du Kansas. Mon mari Robert dirigeait un journal.
Il avait des opinions bien arrêtées sur les compagnies ferroviaires et leur traitement des agriculteurs locaux. Il écrivait des éditoriaux, organisait des réunions. Il croyait que les mots pouvaient changer les choses. Elle fit une pause, ses mains se posant sur les épingles qui maintenaient le voile intérieur en place. Il avait tort. Les mots ne faisaient que le transformer en cible. Jacob resta silencieux, sentant que toute interruption briserait son fragile équilibre. Il la regarda retirer les épingles une à une, chaque petit geste semblant lui demander un effort considérable. Ils sont venus pendant la nuit, 4 hommes engagés par la compagnie ferroviaire, même si nous n'avons jamais pu le prouver. Ils ont mis le feu à notre maison, au bureau du journal. Robert a essayé de nous faire sortir, mais la fumée... Sa voix se brisa. Notre fils, Timothy, n'avait que 6 ans. Il est mort dans mes bras pendant que la ville regardait notre vie partir en fumée. La dernière épingle fut retirée et Clara souleva lentement le voile. Jacob eut le souffle coupé, mais pas pour la raison qu'elle attendait clairement. Oui, il y avait des cicatrices, un réseau brutal qui s'étendait de sa tempe gauche à son cuir chevelu, où le feu avait emporté ses cheveux et ne laissait qu'une peau plissée et décolorée. Mais ce qui le frappa, c'était son visage lui-même, même marqué par la tragédie. Elle était belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec la beauté conventionnelle. Des pommettes saillantes, une mâchoire forte, des yeux de la couleur des nuages d'orage qui renfermaient une profondeur de douleur qu'il pouvait à peine imaginer. Robert est mort 3 jours plus tard des suites de ses brûlures. Elle continua, le menton levé, comme pour le mettre au défi de détourner le regard. J'ai survécu, même s'il y a eu des jours où j'ai maudit Dieu pour cette miséricorde. La compagnie ferroviaire a proposé de racheter notre terrain pour une fraction de sa valeur. Lorsque j'ai refusé, ils ont fait en sorte que personne en ville ne m'emploie, ne m'aide, ni même ne m'adresse la parole. Je suis devenu un rappel vivant de ce qui arrive à ceux qui s'opposent au progrès. Elle leva les mains tremblantes et commença à retirer ce que Jacob comprit, alors être une perruque, de mauvaise qualité, faite de cheveux noirs et rêches. Une fois retirée, Issam Sadadine, Utsir et l'étendue de ses blessures apparut clairement. Le feu avait détruit la plupart de ses cheveux naturels, ne laissant que des mèches brunes éparses entre les zones de cuir chevelu cicatrisées. C'était choquant, certes, mais Jacob se surprit à penser davantage à la douleur qu'elle avait dû endurer qu'à la répulsion que lui inspirait son apparence. « Vous voyez, Monsieur Harlow, » dit Clara en se tenant devant lui, la tête cicatrisée inclinée avec défi. « Vous avez gagné votre pari. La mystérieuse veuve est démasquée. Dois-je envoyer chercher Monsieur Watson pour qu'il récupère ses gains? Ou avez-vous besoin d'une preuve supplémentaire de votre victoire? » L'amertume dans sa voix tira Jacob de son silence stupéfait. « Non, dit-il fermement. Non, ce n'est pas Clara. Asseyez-vous, je vous en prie. Je préfère rester debout. » « Alors je resterai debout moi aussi. » Jacob se leva, se déplaçant lentement comme s'il s'approchait d'un cheval effrayé. « Ce qui vous est arrivé est monstrueux. Ces hommes, la compagnie ferroviaire, toute votre ville, ce sont eux les monstres, pas vous. » Clara rit. C'était le même rire amer que dans la charrette. « Joli mot, Monsieur Harlow. Mais nous savons toutes les deux à quoi je ressemble. Ce que je suis, au mieux une curiosité, au pire une horreur. Demain, quand Buck Watson aura répandu la nouvelle, je serai le sujet de conversation de Redemption Creek, la veuve brûlée qui pensait pouvoir cacher sa honte. La seule honte appartient à ceux qui t'ont fait du mal, dit Jacob, surpris par la véhémence de sa propre voix. Et Buck Watson peut aller au diable, dit Clara en écarquillant légèrement les yeux. Ce pari était un pari stupide fait par un imbécile orgueilleux. Jacob l'interrompit. Je paierai Watson et je lui dirai que j'ai perdu, que tu as préservé ton intimité, comme c'était ton droit. Il ne te croira pas. Toute la ville saura que tu mens pour protéger cela. Elle désigna ses cicatrices d'un geste d'autodérision. Jacob s'approcha, suffisamment pour voir l'ombre que ses cils restants projetaient sur ses joues, les taches de rousseur à peine visibles sur son nez que le feu n'avait pas touché. Alors qu'ils le sachent, mais ils sauront aussi que Jacob Harlow tient parole, et ma parole est que vous êtes sous ma protection. Quiconque a quelque chose à dire sur votre apparence peut me le dire d'abord. Clara le fixa, scrutant son visage comme si elle cherchait le piège, la cruelle chute d'une blague élaborée. « Pourquoi, murmura-t-elle, pourquoi feriez-vous cela? » Jacob réfléchit à la question. Pourquoi, en effet? C'était l'orgueil qui l'avait poussé à faire ce pari,
Ses amis étaient mais c'était tout autre chose qui le motivait à présent. Peut-être était-ce la façon dont elle avait ri de la plaisanterie amère de son mari, ou la manière dont elle avait parlé de son fils, ou simplement le courage qu'il lui avait fallu pour se tenir devant lui et supporter non seulement ses cicatrices, mais aussi son histoire. Parce que vous avez survécu à pire que tout ce que cette ville peut vous infliger, dit-il finalement. Et parce que je suis fatigué d'être le genre d'homme qui tire profit du malheur des femmes. Clara s'effondra dans le fauteuil qu'il lui avait initialement proposé, comme si ses paroles avaient coupé les fils qui la maintenaient debout. Je ne vous comprends pas, Monsieur Harlow. Jacob, corrigea-t-il doucement. Et je ne suis pas sûr de me comprendre moi-même pour le moment, mais je sais que je ne vous forcerai pas à quoi que ce soit. La Chambre bleue est à votre disposition aussi longtemps que vous en aurez besoin. Nous verrons le reste au fur et à mesure. La ville s'attendra à des explications. Buck Watson s'attendra à des explications. Laissez-moi m'occuper de Buck Watson. La voix de Jacob se durcit. Il avait déjà eu affaire à des hommes comme Buck, des hommes qui trouvaient leur plaisir dans l'humiliation des autres. Quant à la ville, eh bien, elle trouverait toujours matière à commérer. La semaine prochaine, ce sera le scandale de quelqu'un d'autre. Clara toucha son cuir chevelu balafré avec gêne, puis sembla se reprendre et baissa la main. Je devrais retourner dans ma chambre. Tout cela est très inconvenant. La bienséance a volé par la fenêtre dès l'instant où j'ai enchéri sur toi lors d'une vente publique, dit Jacob d'un ton sec. Mais oui, tu devrais te reposer. Demain sera probablement une journée mouvementée. Clara se leva et attrapa sa perruque et ses voiles. Jacob la regarda, prête à se cacher à nouveau, et ressentit une douleur inattendue. Tu n'as pas besoin de porter ça ici, au ranch. Je veux dire, si tu ne veux pas. Elle s'arrêta tenant la perruque dans ses mains comme un objet inanimé. Je les porte depuis si longtemps. Je ne suis pas sûr de savoir comment vivre sans. Il est peut-être temps de t'en souvenir, suggéra Jacob doucement. Clara le regarda longuement, puis acquiesça d'un petit mouvement hésitant. Elle laissa les voiles sur sa chaise et se dirigea vers la porte, la tête chauve haute malgré le tremblement visible de ses épaules. Monsieur Harlow, Jacob, dit-elle en se retournant, quoi qu'il arrive demain, merci de m'avoir écouté, de m'avoir vu au-delà de mes cicatrices. Nous avons tous des cicatrices, répondit Jacob. Certaines sont simplement plus visibles que d'autres. Après son départ, Jacob resta assis dans son fauteuil, fixant les voiles noirs qu'elle avait laissés derrière elle. Le tissu était usé par endroits, soigneusement raccommodé, preuve d'une utilisation constante et de moyens limités. Il repensa à l'histoire de Clara, celle d'une femme qui avait tout perdu à cause de la cupidité et de la violence, qui avait été chassée de chez elle pour avoir commis le crime d'épouser un homme ayant des principes. Dehors, un coyote hurla au loin, suivi par un autre. La prairie était pleine de prédateurs et de proies, de chasseurs et de proies. Clara avait été une proie pendant trop longtemps. Jacob décida que si Buck Watson ou quelqu'un d'autre voulait s'amuser avec elle, il trouverait Jacob Harlow sur leur chemin. Il éteignit la lampe et retourna se coucher, mais le sommeil lui échappait. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Clara, marqué par les cicatrices, mais intact, magnifique dans son défi. Il avait commencé cette journée en tant qu'homme sûr de sa place dans le monde, confiant en sa réputation et son pouvoir. Mais quelque chose avait changé à la lumière de la lampe de sa chambre, quelque chose de fondamental qu'il ne pouvait pas encore nommer. Les étoiles commençaient à s'estomper lorsque la fatigue finit par l'emporter. Sa dernière pensée consciente fut pour la perruque que Clara avait emportée comme un fardeau qu'elle apprenait encore à poser. Demain, aujourd'hui, maintenant, apporterait ses propres défis. Buck Watson viendrait récupérer son dû. La ville exigerait son divertissement. Et Clara devrait décider si elle continuait à se cacher ou si elle sortait de l'ombre. Mais pour l'instant, dans le calme précédant l'aube du ranch H, deux âmes meurtries avaient trouvé un moment inattendu de compréhension. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. Peut-être jamais. Mais c'était un début, fragile comme une nouvelle pousse après un feu de prairie, et tout aussi déterminé à survivre. Les semaines suivantes au ranch H se déroulèrent à un rythme qui surprit tout le monde, y compris Jacob lui-même. Clara avait en effet cessé de porter son voile au ranch, même si elle continuait à se couvrir la tête d'un simple bonnet lorsqu'elle travaillait à l'extérieur. Les employés du ranch
Après leur choc initial s'était adapté avec l'acceptation pragmatique d'hommes qui avaient connu leur lot de difficultés. Si la nouvelle femme de M. Harlow avait des cicatrices, eh bien, c'était entre eux et le Seigneur. Jacob observait depuis le porche Clara qui travaillait dans le potager qu'elle avait revendiqué derrière la cuisine. Le soleil de fin de matinée mettait en valeur le patchwork de cicatrices et les cheveux qui avaient survécu sur sa tête, découverte alors qu'elle se penchait parmi les rangées de plantes qui luttaient pour survivre. Maria avait protesté en disant que s'occuper du jardin était son travail. Mais Clara avait insisté sur le fait qu'elle avait besoin de s'occuper les mains, de cultiver quelque chose après tant de morts. Elle s'en est tirée avec ses plantes, observa Tom Brennan en rejoignant Jacob sous le poche. Cette parcelle n'avait pas produit de légumes décents depuis 3 ans, mais regardez ces tomates qui poussent. C'était vrai. Sous les soins de Clara, le jardin négligé avait commencé à prospérer. Elle avait réorganisé les rangées, commencé un tas de compost qui avait scandalisé Maria jusqu'à ce qu'elle voie les résultats et réussi à redonner vie à un sol qui semblait épuisé. Elle sait ce qu'elle fait, acquiesça Jacob, incapable de dissimuler la fierté dans sa voix. Tom lui lança un regard entendu, mais garda sagement ses observations pour lui. Le contremaître était présent le matin où Buck Watson était venu récupérer ses gains. Il avait vu Jacob payer l'homme tout en affirmant qu'il avait perdu le pari. Mademoiselle Thornton avait préservé son intimité comme elle en avait le droit. Buck était reparti insatisfait, mais plus riche, et l'histoire qui s'était répandue à Redemption Creek était suffisamment confuse pour que les gens ne sachent pas trop quoi croire. La sécheresse en perd, dit Tom, changeant de sujet pour aborder un terrain plus sûr. J'ai perdu 2 autres têtes hier. Je les trouvées près de Miller's Creek, ou ce qu'il en reste. L'eau n'est plus qu'un filet. Jacob fronça les sourcils, son attention détournée de Clara vers le souci plus immédiat de garder son bétail en vie. L'automne avait été plus sec que d'habitude, et l'hiver approchait sans aucun signe d'amélioration. D'autres éleveurs vendaient déjà le bétail qu'ils ne pouvaient pas abreuver, inondant le marché et faisant baisser les prix. Nous allons déplacer le troupeau vers le pâturage nord, décida-t-il. Le puits y est encore en activité. Il faudra peut-être en creuser un nouveau au printemps si cela continue. Un remue-ménage provenant de la grange attira leur attention. L'un des jeunes ouvriers, Pete Morrison, reculait devant quelque chose, le visage pâle. Clara s'était levée de son jardin et se protégeait les yeux de la main pour voir ce qui se passait. « Un serpent !» cria Pete. « Un crotal dans le silo à grains. » Jacob se mit en mouvement avant même d'avoir pris la décision consciente de le suivre. Les crotals représentaient un danger constant dans le ranch, surtout par temps sec, lorsqu'ils cherchaient la fraîcheur des ombres des bâtiments. Le silo à grains était particulièrement dangereux. Un homme qui y plongeait la main à l'aveuglette pouvait facilement se faire mordre avant même de savoir que le serpent était là. Mais Clara arriva la première à la grange. Sans hésiter, elle attrapa une houe à long manche appuyée contre le mur et s'approcha du silo avec calme et détermination. « Madame Thornton, reculez !» cria Jacob, mais elle était déjà en mouvement, avec des gestes précis. Clara utilisa la houe pour ouvrir complètement le couvercle du silo, exposant le serpent à sonnette enroulée à l'intérieur. Le son de la sonnette du serpent emplit l'air d'un avertissement, mais Clara ne broncha pas. Elle attendit, patiente comme un chasseur, que le serpent fasse son mouvement. Lorsqu'il frappa la houe, elle lui immobilisa la tête d'un mouvement rapide, puis abattit la lame avec détermination. L'action entière avait pris moins de 30 secondes. Clara recula, légèrement essoufflée, le serpent mort tremblant encore au bout de son outil. « Vérifiez toujours avec un bâton d'abord », dit-elle à Pete, qui la regardait avec une sorte d'admiration. « Les serpents aiment les endroits sombres et frais par ce temps. »« Où avez-vous appris cela ?» demanda Jacob, impressionné malgré lui. Clara esquissa ce qui pouvait être considéré comme un sourire. Au Kansas, Robert était nul pour tout ce qui était pratique. Dieu le bénisse. Quelqu'un devait empêcher les serpents d'entrer dans les locaux du journal. Elle se débarrassa du serpent avec la même efficacité pratique, le jetant loin des bâtiments où il n'attirerait pas les charogneurs. Lorsqu'elle se retourna, elle sembla surprise de voir que tout le monde la regardait encore. « Vous n'avez pas de travail à faire ?» demanda-t-elle doucement. Les ouvriers se dispersèrent, mais Jacob entendit Pete dire aux autres. « Vous avez vu ça? Elle était aussi calme que l'eau en hiver. Elle n'a même pas scellé. » « C'était bien joué, dit Jacob lorsqu'ils furent seuls. La plupart des femmes auraient couru en hurlant.
La plupart des femmes n'ont pas eu à se débrouiller seules, répondit Clara en nettoyant la grange avec une poignée de paille. Après la mort de Robert, il n'y avait plus personne d'autre pour s'occuper de ce genre de choses. Soit on apprend, soit on meurt de faim, soit on se fait mordre et on meurt. C'est aussi simple que ça. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix, juste une acceptation pragmatique. Jacob se surprit à étudier son visage, remarquant comment le soleil faisait ressortir les taches de rousseur sur les parties intactes de sa peau, comment ses yeux gris reflétaient des éclats de bleu dans la lumière vive. « Veux-tu venir faire un tour à cheval avec moi cet après-midi » demanda-t-il impulsivement. « Je dois vérifier l'état de l'eau dans le pâturage nord, et tu pourras ainsi voir davantage le ranch. » Clara hésita. « Je n'ai pas monté depuis longtemps et je n'ai pas de vêtements adaptés. » « Maria peut retoucher une de mes tenues, » dit Jacob, enthousiasmé par l'idée. « Et nous avons une jument douce qui te traitera avec gentillesse, à moins que tu ne préfères ne pas le faire. » Il vit la guerre sur son visage, le désir d'une vie normale, luttant contre la peur d'être exposé, jugé. Puis elle releva le menton dans un geste qui, comme il l'avait appris, signifiait qu'elle avait pris une décision. « J'aimerais bien, » dit-elle simplement. 3 heures plus tard, il chevauchait à travers la prairie. Clara était assise en Amazone avec plus d'habileté qu'elle ne l'avait prétendu. Elle portait un pantalon de Jacob modifié et une de ses chemises. Sa tête balafrée était couverte d'un chapeau à large bord qu'il avait trouvé dans un débarras. Les vêtements étaient trop grands pour sa silhouette mince, mais elle semblait plus à l'aise ainsi que dans ses vêtements de veuve. Au début, ils chevauchèrent en silence, les seuls bruits étant le craquement du cuir et le martèlement régulier des sabots sur la terre battue. Le paysage s'étendait à l'infini dans toutes les directions, l'herbe brune ondulant comme un océan asséché sous le vent persistant. « C'est tellement vide, » observa Clara, mais son ton suggérait plutôt de l'admiration que de la crainte. Au Kansas, il y avait toujours des fermes, des villes, quelque chose à l'horizon. Ici, il n'y a que de l'espace. Cela vous dérange-t-il? Non, c'est honnête. La Terre ne prétend pas être autre chose que ce qu'elle est. Elle ajusta son chapeau alors qu'une rafale plus forte menaçait de le lui arracher. Ce sont les gens qui compliquent les choses avec leurs prétentions et leur cruauté. Ils créent des tensions et Jacob fit avancer son cheval. Clara fit de même. En contrebas, ce qui aurait dû être un pâturage florissant montrait les effets brutaux de la sécheresse. L'herbe était clairsemée et brune. Le ruisseau, habituellement fiable, était réduit à une série de mares boueuses. « C'est pire que ce que Tom avait dit, » marmonna Jacob, calculant combien de temps ces puits pourraient alimenter tout le troupeau. « Que vas-tu faire? Déplacer le bétail, creuser de nouveaux puits, prier pour qu'il pleuve. » Il dirigea son cheval vers le lit du ruisseau, comme le font toujours les éleveurs, survivre ou périr. Ils mirent pied à terre près d'une des mares restantes, laissant les chevaux s'abreuver pendant qu'ils évaluèrent la situation. Clara marcha le long du lit du ruisseau, ses bottes empruntées, laissant des traces dans la boue craquelée. Au Kansas, avant que les problèmes ferroviaires ne commencent, Robert écrivait que les agriculteurs utilisaient des moulins avant pour pomper l'eau des puits profonds, dit-elle pensivement. La technologie s'améliore, cela vaut peut-être la peine d'y réfléchir. Jacob la regarda avec un regain d'intérêt. « Vous avez lu ces articles? »« Je les ai édités, » corrigea Clara. Robert avait des idées brillantes, mais une orthographe épouvantable. Je tenais aussi les comptes, gérais les abonnements, composais les caractères quand notre imprimeur était ivre, ce qui arrivait souvent. Elle marqua une pause, une ombre passant sur son visage. J'adore cette vie, les taches d'encre, la course pour sortir le journal. Le sentiment que les mots peuvent avoir de l'importance, c'est vraiment idiot. Ce n'est pas idiot, dit Jacob avec fermeté. C'est peut-être dangereux à la fin, mais ce n'est pas idiot. Prendre position pour quelque chose ne l'est jamais. Clara se tourna vers lui. Le soleil de l'après-midi, cruel pour ses cicatrices, mais incapable de diminuer sa vitalité grandissante. C'est ce que tu te dis à propos de la vente aux enchères, que tu prenais position. Non, ami Jacob, c'était de la pure fierté et trop de whisky. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il chercha ses mots. Peut-être que parfois nous faisons la mauvaise chose pour de mauvaises raisons et que nous trouvons accidentellement quelque chose de bien. Accidentellement, répéta Clara, une note d'amusement se glissant dans sa voix.
comme c'est romantique. C'était la première fois qu'il l'entendait dire quelque chose qui ressemblait à une taquinerie, et cela déclencha quelque chose de chaud dans sa poitrine. Je ne suis pas connu pour mes beaux discours, dit-il, mais je sais ce que je vois. Tu as apporté quelque chose au ranch. Clara, le jardin, la façon dont tu as manipulé ce serpent, la façon dont les ouvriers te respectent déjà. Même Maria a admis hier que tu avais amélioré sa recette de cornichons, ce qu'elle n'avait pas changé depuis 20 ans. J'ai ajouté de l'aneth, dit Clara, mais ses joues avaient légèrement rougi sous l'effet du compliment. Juste de l'aneth. Ils remontèrent à cheval et poursuivirent leur inspection, la conversation s'écoulant plus facilement maintenant. Clara posait des questions intelligentes sur l'élevage, les droits d'eau, le prix du bétail. Elle comprenait les chiffres, saisissait les réalités économiques auxquelles il était confronté avec la sécheresse. C'était comme parler à un autre élève plutôt qu'à une femme, et Jacob se surprit à partager des préoccupations qu'il gardait habituellement pour lui. Le soleil était bas lorsqu'ils revinrent vers le ranch. Alors qu'ils chevauchaient, un groupe de cavaliers apparut à l'horizon, se dirigeant rapidement vers la ville, même à distance. Jacob reconnut le cheval gris caractéristique du cavalier de tête. « Qui est-ce » demanda Claire, remarquant sa tension soudaine. « Ned Bartlett et son équipe. Ils ont un ranch à environ 16 km au sud. Ce sont pour la plupart des hommes bien, mais Ned a mauvais caractère quand il boit. » Les cow-boys changèrent de direction, se plaçant en travers de leur chemin pour les intercepter. La main de Jacob se porta instinctivement vers son fusil, mais il fit en sorte que son geste semble naturel. Après tout, c'étaient techniquement des voisins. « eh bien, s'exclama Ned Bartlett lorsque les deux groupes se rencontrèrent. Jacob Harlow et sa mystérieuse femme. « Les gars, regardez bien. Voilà ce que 200 $ peuvent vous offrir de nos jours. » Jacob sentit Clara se raidir à côté de lui, mais son visage resta impassible. Les autres cavaliers, 4 au total, tous jeunes et visiblement bien éméchés, rirent nerveusement. « Bonjour, Ned, » dit Jacob d'un ton neutre. « Vous allez en ville, les gars? » En effet, nous allons dépenser une partie de notre argent durement gagné pour des femmes qui ne se cachent pas sous des voiles. Les yeux injectés de sang de Ned se fixèrent sur Clara. « Mais je suppose que tu as résolu ce mystère, n'est-ce pas, Harlow? Dis-moi, elle en valait la peine? Choisis tes prochains mots avec beaucoup de prudence. » Jacob l'interrompit, sa voix tombant dans un silence dangereux. Très prudemment, les rires s'éteignirent. La main de Ned se tendit vers son arme, mais l'un de ses hommes, un ancien appelé Cousins, lui saisit le bras. « Patron, nous devrions y aller. Les filles du Silver Dollar nous attendent. » Pendant un instant, la violence flottait dans l'air comme la poussière avant une tempête. Puis Ned éclata d'un rire forcé et sinistre. « bien sûr, sans vouloir vous offenser, Harlow. Je faisais juste la conversation, madame. » Il toucha son chapeau d'un air moqueur en direction de Clara après qu'ils se furent éloignés. Clara expira, et Jacob réalisa qu'elle retenait son souffle. « Ça arrive souvent. »« Ça ne se reproduira plus, » dit Jacob d'un ton grave. « Je parlerai à Ned quand il sera sobre. »« Non, » dit Clara d'une voix ferme. « J'ai vu ce qui arrive quand les hommes défendent l'honneur des femmes par la violence. Ça ne fait qu'empirer les choses. Laisse-les parler. Les mots ne peuvent plus me blesser. » Mais Jacob entendit le mensonge dans cette phrase. Les mots l'avaient chassé du Kansas, lui avait pris son mari et son fils, l'avaient réduite à se tenir debout sur un bloc d'enchères. Les mots pouvaient être aussi mortels que des balles dans la bouche des bonnes personnes. Ils parcoururent le reste du chemin en silence, chacun perdu dans ses pensées. Lorsque les bâtiments du ranch apparurent, Clara reprit la parole. « Malgré M. Bartlett, c'était agréable. Merci de m'avoir montré le terrain. Nous reviendrons, dit Jacob en faisant une promesse. Peut-être pourrions-nous vérifier les limites et la prochaine fois. Il y a un endroit d'où l'on peut voir à 50 mètres par temps clair. J'aimerais bien, dit Clara. Et cette fois, son sourire atteignit ses yeux. Alors qu'il descendait de cheval près de la grange, Jacob la regarda marcher vers la maison, avec une nouvelle assurance dans ses vêtements empruntés. La rencontre avec Bartlett avait été désagréable, mais pas inattendue. Il y aurait d'autres rencontres de ce genre, d'autres commentaires grossiers et d'autres regards hostiles. Mais Clara les avait affrontés avec dignité, tout comme elle avait affronté ce serpent à sonnette, calme, pragmatique, sans peur,
ou du moins sans en montrer, ce qui, dans l'Ouest, revenait au même. Tom sortit de la grange et prit les rênes du cheval. Comment était le pâturage nord? Sec comme un os, répondit Jacob. Mais son esprit n'était pas occupé par les problèmes d'eau. Il pensait aux moulins à vent et aux journaux, à une femme qui savait aussi bien éditer des articles que tuer des serpents, à la façon dont la lumière de l'après-midi s'était reflétée dans ses cheveux restants et les avait fait briller comme du cuivre. Patron, dit Tom, tout va bien? Oui, répondit Jacob, ramenant ses pensées à des questions pratiques. Nous devrons déplacer le troupeau demain. Et Tom, envoie quelqu'un à Cheyenne la semaine prochaine. Je veux en savoir plus sur ces pompes à vent dont Mme Thornton a parlé. Le visage buriné de Tom se fendit d'un sourire entendu. Oui, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Alors que Jacob se dirigeait vers la maison, il pouvait entendre Clara et Maria dans la cuisine, leurs voix se mêlant dans ce qui semblait être une discussion animée sur la conservation des légumes pour l'hiver. Des bruits domestiques normaux qui, d'une certaine manière, donnaient à la grande maison un aspect plus familial qu'elle ne l'avait été depuis des années. La sécheresse allait s'aggraver avant de s'améliorer. Ned Bartlett allait causer des problèmes. Buck Watson allait continuer à répandre son poison en ville. Mais pour l'instant, à cet instant précis, le ranch Double H semblait être un endroit où les choses abîmées pouvaient repousser, où les cicatrices pouvaient être affichées ouvertement, où même le sol le plus aride pouvait céder à des soins patients. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. Mais comme le jardin de Clara, quelque chose commençait définitivement à prendre racine. La nouvelle arriva par un froid matin de novembre, apporté par un cavalier qui avait presque tué son cheval pour se rendre au double âge. Jacob était dans la grange en train de s'occuper d'un veau malade lorsque Tom Brennan fit éruption. Son visage était grave. « Patron, vous devez entendre ça. Charlie vient d'arriver de la ville. Il y a eu des meurtres près de la frontière. Une famille de ranchers nommée Carter a été brûlée vive, tout comme... » Les yeux de Tom se tournèrent vers la maison où Clara était probablement en train de travailler. Tout comme ce qui s'était passé au Kansas, Jacob se redressa lentement, le sang glacé dans ses veines. « Les mêmes hommes, » dit Charlie. Les survivants ont décrit 4 cavaliers. L'un d'eux avait une cicatrice qui allait de l'oreille à la mâchoire et parlait avec un accent du Missouri. « Ça te dit quelque chose? » Oui. Clara avait décrit cette cicatrice avec des détails douloureux lors d'une de leurs conversations nocturnes. L'homme qui l'avait retenue pendant qu'elle regardait sa famille mourir. Luther Kane. C'est ainsi qu'elle l'avait appelé, même si elle doutait que ce soit son vrai nom. À quelle distance? 3 jours de route, peut-être 4. Mais patron, s'il se dirige vers le nord... Jacob se dirigeait déjà vers la maison, l'esprit en ébullition. 3 jours pouvaient devenir 2, puis 1. Le gang était resté tranquille pendant plus d'1 an, assez longtemps pour que les gens espèrent qu'il était parti vers des territoires plus faciles. Mais des hommes comme eux ne prenaient pas leur retraite. Ils trouvaient simplement de nouvelles victimes. Il trouva Clara dans la cuisine, en train d'apprendre à Rosa, la nièce de Maria, à faire correctement des conserves. Elle leva les yeux à son entrée, son sourire s'estompant lorsqu'elle lut son expression. Que s'est-il passé? Jacob hésita. Comment dire à quelqu'un que son cauchemar était revenu? Mais Clara n'était pas une fleur fragile qu'il fallait protéger des dures vérités. Il y a eu une attaque au sud d'ici. Un ranch a brûlé, une famille a été tuée. La description correspond aux hommes qui... Le bocal que Clara tenait lui glissa des doigts et se brisa sur le sol. Rosa eut le souffle coupé, mais Clara resta figée, le visage livide. À quelle distance? Sa voix n'était qu'un murmure. À 3 jours, peut-être plus, peut-être moins. La main de Clara se posa sur son cuir chevelu balafré, un geste inconscient qu'il avait remarqué lorsqu'elle était bouleversée. Ils remontent vers le nord, en suivant les pistes de bétail, à la recherche de ranchs isolés. C'est ce qu'ils font. Nous n'en sommes pas certains, si nous le sommes. La voix de Clara gagna en force et prit un ton tranchant. Luther Kane ne quitte jamais un territoire avant de l'avoir complètement vidé. Il y a trop de ranchs rentables ici pour qu'il passe à côté. Elle regarda Jacob droit dans les yeux, y compris celui-ci. Maria était apparue dans l'embrasure de la porte, attirée par le bruit. Elle jeta un coup d'œil à leur visage et fit sortir Rosa, marmonnant qu'elle allait vérifier la lessive. « Nous devons nous préparer », continua Clara, se déplaçant avec une détermination soudaine.
Combien d'entre vous savent tirer? Vraiment tirer, pas seulement chasser les loups. 8, peut-être 9. Tom est doué. Pete apprend. Les frères Hendricks sont doués avec les fusils. Ce n'est pas suffisant. Clara se dirigea vers la fenêtre et regarda le ranch paisible. Ils attaquent la nuit, mettant généralement le feu pour semer le chaos et tirent sur tous ceux qui s'enfuient. Nous avons besoin de barils d'eau placés autour de tous les bâtiments, de seaux de sable dans les greniers, et nous avons besoin de plus d'hommes. Jacob la regarda passer du statut de veuve discrète à celui de stratège et ressentit un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Clara, tu devrais peut-être aller en ville. Reste ici. » Elle se retourna vers lui. « J'ai déjà fui. Je ne fuirai plus. » « D'ailleurs, dit-elle avec amertume, où irais-je? Qui, à Redemption Creek, accueillerait une veuve brûlée? Alors nous resterons ici, dit Jacob. Ensemble. Quelque chose changea dans l'expression de Clara, un adoucissement qui lui coupa le souffle. Ensemble, répéta-t-elle doucement. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Jacob envoya des cavaliers dans les ranchs voisins pour les avertir et leur demander de l'aide. Certains promirent de venir si nécessaire. D'autres étaient trop préoccupés par leur propre protection. Ned Bartlett rit au nez de Tom, disant que Jacob était seul responsable de cette situation pour avoir hébergé cette maudite femme. Clara se lança dans les préparatifs défensifs avec une efficacité implacable. Elle organisa les femmes, Maria, Rosa et 2 épouses de cow-boy, en une unité médicale, leur enseignant les soins de base pour soigner les blessures. Elle avait vu trop de personnes mourir de blessures qui auraient pu être soignées, en attendant d'un médecin qui arrivait trop tard. Elle révéla également une autre surprise le soir venu. Elle sortit un vieux Colt 45 qui avait appartenu à son mari et s'entraîna derrière la grange. Ses premiers tirs furent imprécis, mais dès le 3e soir, elle touchait plus souvent sa cible qu'elle ne la manquait. « Robert a essayé de m'apprendre, » expliqua-t-elle à Jacob, alors qu'il la regardait recharger son arme. « J'étais trop fier à l'époque, et je pensais que les femmes n'avaient pas besoin de savoir tirer après sa mort. J'ai appris le contraire, mais je n'ai pas pratiqué depuis des mois. » « Tu te débrouilles bien, » dit Jacob en ajustant légèrement sa position. « Ne tire pas brusquement sur la détente. Appuie dessus comme si tu pressais une fleur. » Clara lui lança un regard. « Ai-je l'air de quelqu'un qui presse des fleurs? Tu les cultives. C'est le même principe. » Elle tira à nouveau, touchant cette fois la bouteille qu'ils avaient posée sur un poteau de clôture. Un petit sourire de satisfaction traversa son visage. « Je peux te poser une question? » demanda Jacob pendant qu'elle rechargeait son arme. « Cette nuit-là, au Kansas, tu as dit qu'il t'avait retenu et t'avait forcé à regarder. Comment as-tu survécu? » La main de Clara resta immobile sur le pistolet. Pendant un long moment, il crut qu'elle ne répondrait pas. Puis Luther Kane dit « J'étais trop jolie pour être gaspillée. » Il allait le faire après avoir terminé avec la maison, mais le feu s'est propagé plus vite que prévu. Une poutre en feu est tombée entre nous. Le temps qu'il la contourne, la moitié de la ville était arrivée. Ils se sont enfuis. Elle leva à nouveau son arme. Il a promis qu'il me retrouverait un jour, qu'il finirait ce qu'il avait commencé. Il devra d'abord passer par moi. Clara baissa son arme et le regarda de ses yeux gris tempête. « Pourquoi, Jacob? Pourquoi te soucies-tu de ce qui m'arrive? Je ne suis pas la femme que tu pensais acheter lors de cette vente aux enchères. Je suis marqué, abîmé, je fais peser un danger sur toi. » Jacob avait du mal à trouver les mots pour exprimer des sentiments qu'il ne comprenait pas lui-même complètement. « Peut-être parce que tu es la première chose authentique que j'ai rencontrée depuis des années. Pas de faux-semblants, pas de jeu, juste de la force et de la survie. » Il fit une pause puis se lança. « Et tu redonnes vie à cet endroit. » Le ranch était prospère avant, mais vide. Maintenant, il semble valoir la peine d'être défendu. Clara scruta son visage à la recherche de quelque chose. Ce qu'elle trouva sembla la satisfaire. Elle leva son arme et tira à nouveau. Un autre tir parfait. La 4e nuit. Alors qu'il finissait de dîner, l'un des gardes de nuit arriva au galop. « Des cavaliers approchent !» cria-t-il. « Ils viennent du sud ?» Le ranch explosa dans un chaos organisé. Clara courut chercher ses fournitures médicales, tandis que Jacob et ses hommes prenaient des positions défensives. Les femmes et les enfants furent conduites dans la cave en pierre, l'endroit le plus sûr en cas d'incendie. Clara refusa d'y aller et se posta à une fenêtre à l'étage avec son Colt et un fusil que Jacob lui avait donné.
Ils attendirent, hein, les minutes tendues s'étirant comme les nôtres. Puis la voix de Tom s'éleva. « Baissez vos armes, ce sont les Henderson. » En effet, Bill Henderson et ses 3 fils arrivèrent dans la cour, tous armés. « J'ai entendu dire que vous aviez peut-être besoin d'aide, » dit simplement Bill. « Mais Mary est à la maison avec le fusil et notre plus jeune fils. Nous avons pensé que vous auriez besoin d'armes supplémentaires. D'autres sont arrivés au cours de l'heure suivante. Pas beaucoup, peut-être 6 hommes supplémentaires, mais plus que Jacob n'avait espéré. Même Krusty Ed Paulson du ranch voisin s'est présenté, maugréant contre ces imbéciles incapables de gérer leurs propres problèmes, mais prenant néanmoins position. Clara apparut derrière Jacob alors qu'il organisait les défenseurs. Ils ne viendront peut-être pas ce soir. Ils attendront peut-être, observeront, chercheront nos faiblesses. Alors nous attendrons aussi, répondit Jacob. Peu importe le temps que cela prendra. Mais ils n'eurent pas à attendre longtemps. Vers minuit, la lune croissante fournissait juste assez de lumière pour distinguer les ombres. L'attaque commença. Elle débuta par des flèches enflammées qui traversèrent l'obscurité en direction de la grange à foin. Mais la préparation de Clara porta ses fruits. Les hommes étaient prêts avec des seaux d'eau, éteignant les flammes avant qu'elles ne se propagent. Puis vinrent les coupes de feu, les éclairs des canons illuminant la nuit depuis 4 positions différentes. « Ils essaient de nous prendre à revers !» cria Tom en tirant sur les éclairs. Jacob coordonna la défense, déplaçant les hommes pour faire face à chaque menace. Les Henderson prouvèrent leur valeur, éliminant les attaquants avec des tirs précis. Mais l'ennemi était également habile, utilisant la couverture et l'obscurité à son avantage. C'est alors que Jacob l'entendit. Le manteau de Clara tirait sans discontinuer depuis la fenêtre supérieure. Il leva les yeux et vit sa silhouette se découper dans la lumière de la lampe, calme et méthodique. Un cri provenant du corral lui indiqua qu'elle avait atteint sa cible. La bataille fit rage pendant ce qui sembla être des heures, mais qui dura probablement moins d'une. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, les tirs cessèrent. Dans le calme relatif, une voix s'éleva, rude, moqueuse, teintée de cet accent du Missouri que Clara avait décrit. « Jacob Harlow, envoie la femme et nous partirons en paix. Tu as 1 minute pour te décider. » Luther Kane. Ça ne pouvait être que lui. Jacob s'apprêtait à répondre lorsque la voix de Clara retentit depuis l'étage, claire et provocante. Luther Kane. Vous avez assassiné ma famille, brûlé ma maison, détruit ma vie. Venez me chercher vous-même si vous n'êtes pas le lâche dont je me souviens. Un rire cruel lui répondit. Eh bien, la jolie petite femme du journaliste. On dirait que le feu n'a pas amélioré ton apparence, pas du tout. D'après ce que j'ai entendu, 1 minute, Harlow, va au diable. Jacob rugit en retour. Tu la veux? Tu devras passer par nous tous, qu'il en soit ainsi. L'attaque reprit avec une fureur renouvelée. Cette fois, les hommes de Kane se concentrèrent sur la maison elle-même. Ils essayaient de briser les défenses. Jacob entendit des vitres se briser, des hommes crier, des coups de feu continuent. Puis Clara hurla. Sans réfléchir, Jacob abandonna sa position et courut vers la maison. Il la trouva en train de se débattre avec un homme qui avait escaladé la fenêtre. Ce n'était pas Kane, mais l'un de ses hommes. Le pistolet de Clara était vide. Repoussée, elle était immobilisée par son agresseur. Celui-ci leva la main pour la frapper. Jacob le frappa à la tempe avec la crosse de son fusil, le faisant tomber instantanément. Clara recula en haletant, ses cheveux soigneusement coiffés en chignon, désormais ébouriffés et en bataille. « Derrière toi » haleta-t-elle. Jacob se retourna et tira instinctivement. Un autre agresseur tomba par la fenêtre. Dehors, les coups de feu devenaient sporadiques. Il entendit Tom donner des ordres. Quelqu'un appelait les secours. « Tu es blessé ?» demanda Jacob en aidant Clara à se relever. « Non, je suis... » Ses yeux s'écarquillèrent. « Jacob, tu saignes. » Il baissa les yeux, surpris de voir du sang se répandre sur sa chemise. L'adrénaline avait masqué la douleur, mais celle-ci le frappait maintenant comme un coup de marteau. Il avait été touché, probablement lorsqu'il s'était retourné pour tirer. La pièce tournait légèrement. « Ce n'est pas grave, mentit-il, alors même que ses genoux fléchissaient. » Clara le rattrapa avec une force surprenante pour sa taille. « N'ose même pas, dit-elle avec férocité. N'ose même pas mourir, Jacob Harlow. Pas maintenant. » La dernière chose qu'il vit avant que l'obscurité ne l'envahisse fut le visage de Clara. Ses cicatrices ressortaient sous la lumière de la lampe, des larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'elle pressait ses mains contre sa blessure et criait à l'aide.
Clara chevaucha à toute allure dans l'obscurité précédant l'aube, son chapeau emprunté rabattu sur sa tête pour se protéger du vent glacial. Le ranch double hatch rapetissait à chaque coup de sabot retentissant. Elle était partie pendant que Jacob dormait d'un sommeil agité, sa blessure soignée, mais la fièvre s'installant. Maria prendrait soin de lui. Tom protégerait le ranch. Mais Clara avait ses propres comptes à régler. L'attaque avait échoué. Luther Kane et deux de ses hommes s'étaient enfuis dans la nuit, laissant derrière eux deux compagnons morts. Les défenseurs avaient tenu bon, mais au prix fort. La blessure de Jacob, bien que non mortelle si elle était soignée correctement, avait bouleversé Clara, qui voyait son sang couler entre ses doigts et entendait sa respiration laborieuse. Elle avait pris une décision. Plus question de fuir. Plus question de se cacher. Plus question de laisser les autres payer pour sa survie. Elle savait où Kane allait se rendre. Au cours de ces mois de veuvage, elle avait suivi ses mouvements de manière obsessionnelle, recueillant des informations auprès des voyageurs et dans les journaux. Il y avait un camp minier abandonné dans les collines, à 30 kilomètres au nord, la cachette parfaite pour des hommes qui avaient besoin de se faire discrets. Kane était prévisible dans sa cruauté, mais aussi dans ses habitudes. Le paysage changea lorsqu'elle gravit les contreforts. Les broussailles les laissèrent place à des pins épars et à des rochers exposés. Le maire Jacob lui avait donné Buttermilk, un cheval sûr et stable qui parcourait sans broncher les terrains accidentés. Clara avait emporté des provisions, des armes et autres choses. Le journal qu'elle tenait depuis la mort de Robert, rempli de toutes les informations qu'elle avait pu glaner sur Kane et sa bande. Elle portait également dans son cœur les paroles de Jacob. « Tu es la première personne authentique que j'ai rencontrée depuis des années. » Le soleil se levait lorsqu'elle atteignit Skeleton Ridge, qui surplombait le camp abandonné. De la fumée de bois s'élevait de ce qui avait autrefois été le bâtiment principal. Clara compta les chevaux, 3, dont le pinto caractéristique de Kane. Bien, ils étaient tous là. Clara attacha Buttermilk dans un bosquet de pins, vérifia ses armes, le colt, un fusil et un couteau qu'elle avait pris dans la cuisine. Ce n'était pas grand-chose contre 3 tueurs endurcis, mais elle avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Rien à perdre. Du moins, c'est ce qu'elle pensait d'avant Jacob. Maintenant, elle chassait cette pensée. Si elle commençait à penser à ce qui l'attendait au ranch, à la vie qu'elle commençait tout juste à imaginer, elle perdrait son sang-froid. Elle avançait prudemment, utilisant les compétences apprises auprès d'une femme pony qui travaillait dans une ferme voisine au Kansas. Clara se rapprocha furtivement du campement. Les hommes se disputaient. Elle pouvait entendre leur voix s'élever dans l'air de la montagne. « On n'aurait jamais dû s'attaquer à ce ranch, » dit l'un d'eux. Arlo avait trop d'hommes. « Ferme-la, Collins », la voix de Kane, rauque de colère et d'épuisement. « On les attaquera à nouveau quand ils ne s'y attendront pas. » Avec quels hommes? Baxter et Slim sont morts, alors on trouvera d'autres hommes. Il y a toujours plein d'âmes désespérées prêtes à se joindre à nous pour gagner facilement de l'argent. Clara se positionna derrière un groupe de rochers, vérifiant son champ de vision. Le plus intelligent serait d'attendre, de les éliminer un par un lorsqu'ils se séparaient. Mais l'intelligence n'avait pas sauvé Robert ni Timothy. L'intelligence n'avait pas mis fin à ses cauchemars. Elle se leva, son fusil pointé vers la porte. « Luther Kane, regarde-moi comme un homme. » La dispute s'arrêta un instant. Rien ne bougeait. Puis Kane apparut, la main près de son arme, mais sans la dégainer. La cicatrice dont elle se souvenait était plus visible à la lumière du jour. Une horrible bande de tissu qui déformait sa bouche en un rictus permanent. « Tiens, la veuve brûlée vient de me rendre visite. » Son regard la parcourut, s'attardant sur ses vêtements masculins, son fusil bien tenu. « C'est Arlo qui t'envoie, ou tu es venu de ton propre chef? »« De mon propre chef, toujours de mon propre chef. Où est ton homme? » « J'ai entendu dire qu'il avait pris une balle pour toi. » Kane sourit, cruel et entendu. « Ils le font toujours, n'est-ce pas? Ton mari maintenant, Arlo, tu es comme une malédiction, femme. Tout ce que tu touches brûle. » Les mots firent mouche, mais Clara garda son fusil stable. « La seule malédiction ici, c'est toi. Tu as tué ma famille, détruit ma maison. Ça se termine aujourd'hui. » Kane rit. « Tu penses pouvoir nous affronter tous les 3? Collins, Murphy, nous avons de la compagnie. » Les 2 autres hommes apparurent, s'étalant lentement.
L'évaluation militaire de Clara nota leur position, la façon prudente dont ils se déplaçaient. Ce n'étaient pas des voyous ordinaires. C'étaient des tueurs expérimentés. C'est dommage, Kane continua sur le ton de la conversation, ses mains flottant toujours près de son arme. Tu aurais pu avoir une belle vie avec ce rancher. Elle t'aime bien, malgré... Il fit un geste vers sa tête. Eh bien, malgré tout, tu devais venir chercher le sang. Tu es venu au ranch en premier. Clara le lui rappela. Ce n'est que du business, rien de personnel. Le chemin de fer paye bien pour éliminer certains obstacles. Ton mari en était un. Ces éleveurs qui possèdent des terres de premier choix ou d'autres. Le sourire de Kane s'élargit. Même si j'avoue que finir ce que j'avais commencé avec toi aurait été un plaisir. Clara vit la main de Murphy trembler et réagit instinctivement. Son fusil crépita, touchant Murphy à l'épaule et le faisant tournoyer. Puis tout se passa très vite. Kane dégaina à la vitesse de l'éclair, mais Clara était déjà en mouvement, plongeant derrière les rochers alors que les balles sifflaient au-dessus de sa tête. Collins tira depuis sa gauche, la forçant à chercher un meilleur abri. Son fusil était vide. Pas le temps de recharger. Elle sortit le Colt de Robert, dont le poids lui était familier. Murphy était à terre, mais pas hors de combat, tirant avec son bras valide. Une balle effleura la manche de Clara. Une autre fit jaillir des étincelles et des rochers à quelques centimètres de son visage. Elle riposta, forçant Collins à se baisser. Puis Kane se mit en mouvement, contournant pour la prendre à revers. Clara réalisa avec une froide lucidité qu'elle était tombée dans le piège qu'elle avait elle-même tendu. 3 contre 1, même avec Murphy blessé, c'était impossible. Le visage de Jacob lui traversa l'esprit, non pas ses traits séduisants, mais la façon dont il l'avait regardée cette nuit-là dans sa chambre, voyant au-delà des cicatrices la femme qui se cachait derrière. Elle avait trouvé une raison de vivre pour la jeter ensuite au profit de la vengeance. Non, pas la vengeance. La justice. Clara sortit de sa cachette, tirant tout en courant. Collins jura, serrant sa jambe. Le tir de Kane lui fit perdre son chapeau. Il était si proche qu'elle sentit la chaleur. Elle plongea, roula, se releva en tirant. Le Colt cliqua, vide. Kane se tenait à 3 mètres, son arme pointée sur elle. Tout comme au Kansas, dit-il, sauf qu'il n'y a pas de rayon brûlant pour te sauver cette fois. Clara fixa le canon de son arme, attendant la fin. Au lieu de cela, elle entendit des bruits de sabots. Beaucoup. Les yeux de Kane s'écarquillèrent. Il se retourna vers le bruit et Clara ne laissa pas passer l'occasion. Elle se jeta sur lui, le couteau de cuisine dans la main. Ils tombèrent ensemble, roulant dans la poussière. Kane était plus forte, mais Clara était animée par le désespoir et la fureur. Le couteau atteignit sa cible, glissant entre ses côtes. Les yeux de Kane s'écarquillèrent de surprise, puis de rage. Puis plus rien. Clara roula sur le côté, haletante, tandis que des cavaliers faisaient une éruption dans le camp. Tom Brennan les menait, accompagné de Pete et des frères Hendricks. Et là, pâle mais droit sur sa selle, se trouvait Jacob. Clara. Il descendit de cheval avant même qu'il ne soit complètement arrêté, la rattrapant alors que ses genoux fléchissaient. Espèce d'idiote. Espèce de belle et courageuse idiote. Tu devrais être au lit. Elle s'en est sortie. La fièvre est tombée environ 1 heure après ton départ. Maria m'a dit que tu avais pris du babeur et des provisions. Ses mains encadraient son visage, ses pouces caressant doucement ses joues. Tu pensais que je te laisserais les affronter seul? Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre mourir pour moi. Personne ne meurt pour personne. Tom l'interrompit. En observant la scène, Murphy et Collins étaient tous deux à terre, mais aucun des deux n'était mortellement blessé. Kane gisait immobile, le couteau de Clara planté dans la poitrine. On dirait que tu t'en es bien sortie toute seule. C'est fini, dit Clara avec étonnement. Il est vraiment mort. C'est fini, confirma Jacob en la serrant contre lui. Elle pouvait sentir son cœur battre à toute vitesse, comme le sien. Rentre à la maison, Clara. Rentre à la maison. La maison. Ce mot brisa quelque chose en elle. Elle avait eu une maison autrefois qu'elle avait perdue à cause de la violence et de la cupidité, mais peut-être, juste peut-être, pourrait-elle en avoir une à nouveau. Le trajet du retour fut flou. Jacob insista pour qu'elle monte avec lui, laissant Buttermilk à Tom. Clara ne protesta pas, trop épuisée pour maintenir son indépendance habituelle. Elle somnola contre la poitrine de Jacob,
ne se réveillant que lorsqu'ils arrivèrent à la dernière montée avant le ranch. Le ranch s'étendait devant eux sous le soleil de l'après-midi. Maria se tenait sous le porche, Rosa à ses côtés. Certaines familles et des ouvriers agricoles s'étaient rassemblés, la nouvelle s'étant répandue. En arrivant, Clara s'attendait à être jugée, à être rejetée, à susciter la peur. Au lieu de cela, Maria se précipita vers elle tandis que Jacob l'aidait à descendre de cheval. Señora Clara, vous êtes blessée. Non, je suis. Clara vacilla et Maria la rattrapa par l'autre bras. Elle est épuisée, dit Jacob. Et en état de choc, Luther Kane est mort. Maria fit le signe de croix. Tant mieux. Celui-là. Il avait le diable en lui. Venez, Señora. Un bain et un lit vous attendent. Mais Clara se dégagea, se tenant debout malgré ses jambes tremblantes. Les personnes rassemblées fixaient ses vêtements déchirés, le sang sur ses mains, l'enchevêtrement sauvage de sa tête balafrée, là où son chapeau avait été arraché par une balle. « J'ai apporté la violence ici, dit-elle d'une voix claire. Mon passé, mes problèmes. Vous aviez tout à fait le droit de me renvoyer. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté avec nous. Vous vous êtes battu avec nous. Je vous remercie. » Le vieux Ed Paulson cracha du jus de tabac. « Bon sang, femme. Nous nous battons contre une chose ou une autre depuis que nous sommes arrivés ici. La sécheresse, les Indiens, les voleurs de bétail, maintenant les hors-la-loi. Au moins, cette fois, nous avons été prévenus. » Il regarda Jacob. « Ta femme a du cran. Arlo, garde-la près de toi ici. »« C'est ce que j'ai l'intention de faire, » répondit Jacob doucement. La foule se dispersa. Les gens retournèrent chez eux et au travail. La vie à la frontière ne s'arrêtait pas longtemps, même pour un drame aussi intense. Maria réussit finalement à faire entrer Clara à l'intérieur, marmonnant quelque chose à propos d'eau chaude et de bandages propres. 1 heure plus tard, baignée et vêtue d'une chemise de nuit propre, Clara était assise dans la cuisine tandis que Maria soignait diverses égratignures et coupures qu'elle n'avait même pas remarquées. Jacob était assis en face d'elle, sa propre blessure fraîchement bandée, et la regardait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Dis-le. » finit par exiger Clara. « Peu importe le sermon que tu as prévu, dis-le. »« Ce n'est pas un sermon, » répondit Jacob en tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. « Juste une question. Pourquoi les as-tu vraiment poursuivis? » Clara envisagea de mentir, mais elle était trop fatiguée pour faire semblant. « Parce que je ne supportais pas l'idée de te perdre, de voir un autre homme bon mourir à cause de moi. Je pensais que si je les affrontais seul, au moins, la seule vie en danger serait la mienne. Et tu ne pensais pas que je ressentirais la même chose, que te perdre serait plus facile pour moi. » La simple honnêteté de la question la bouleversa. Les larmes qu'elle avait retenues pendant 14 mois finirent par couler. De grands sanglots secouèrent tout son corps. Jacob fut à ses côtés en un instant, la serrant contre lui. « Je suis désolé, » allaita-t-elle. « Je suis tellement désolé pour la vente aux enchères, pour le danger, pour tout. » Chut! La voix de Jacob était rauque, chargée d'émotion. « Tu m'as sauvé la vie pendant cette attaque. Tu as affronté tes démons et tu as gagné. Tu n'as aucune raison de t'excuser. » Maria quitta discrètement la pièce pour leur laisser un peu d'intimité. Clara pleura jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à pleurer. Des années de chagrin, de peur et de rage trouvèrent enfin leur libération. Pendant tout ce temps, Jacob la serra contre lui, solide et stable comme une montagne. Quand elle se calma enfin, il reprit la parole. « Je sais que nous avons mal commencé. La vente aux enchères, le pari, tout ça. Mais à un moment donné, tout est devenu juste. Tu es devenu juste. Indispensable comme l'eau dans cette sécheresse. La chose qui maintient tout le reste en vie. » Clara s'est reculée pour le regarder. Ses yeux gris étaient sérieux. « Sincère, Jacob. Je ne suis pas doué avec les belles paroles, Clara. Mais je sais ce que je veux. Je veux que tu restes. Pas parce que j'ai acheté ton contrat. Pas parce que tu n'as nulle part où aller, mais parce que cet endroit n'est pas un foyer sans toi. Je ne suis pas chez moi sans toi. Je suis encore marquée, dit-elle doucement. Encore brisée à des endroits qui ne guériront peut-être jamais. Nous sommes tous marqués. Certains le montrent plus que d'autres. Il lui caressa doucement le visage, suivant la ligne où les cicatrices de brûlure rencontraient la peau intacte. « Tu es belle, Clara Thornton. Belle, courageuse et trop têtue pour ton propre bien. Reste.
Aide-moi à construire quelque chose ici, quelque chose qui en vaut la peine. Clara pensa au Kansas, à tout ce qu'elle avait perdu. Puis elle pensa au jardin qui poussait derrière cette cuisine, à l'acceptation de Maria, aux ouvrières du ranch qui avaient risqué leur vie pour la défendre, à cet homme qui l'avait poursuivie avec une blessure par balle à peine refermée, qui la voyait telle qu'elle était vraiment et qui la voulait quand même. D'accord, murmura-t-elle, je resterai. Le sourire de Jacob était comme le lever du soleil après la plus longue des nuits. Il l'embrassa alors, tendrement et avec promesse. Et Clara sentit quelque chose qu'elle croyait mort depuis toujours renaître à la vie. Pas seulement le désir, même si celui-ci était bien présent. L'espoir, l'émotion la plus dangereuse de toutes, et la plus nécessaire. Dehors, des nuages d'orage s'amassaient à l'horizon. La sécheresse allait bientôt prendre fin, apportant la pluie dont la terre avait désespérément besoin. Mais dans la cuisine du ranch Doublé, deux âmes blessées avaient déjà trouvé leur salut l'une dans l'autre. Luther Kane était mort. Le passé était enterré. Et demain, pensa Clara tandis que Jacob la serrait dans ses bras, demain, il pourrait enfin commencer à construire un avenir qui en valait la peine. La tempête qui s'était formée à l'horizon éclata finalement 3 jours après la confrontation de Clara avec King. Le tonnerre roula à travers les plaines comme des tirs d'artillerie, et la pluie tomba en trombe, transformant le sol poussiéreux en boue en quelques minutes. Mais ce n'était pas le salut doux dont la terre frappée par la sécheresse avait besoin. C'était la fureur de la nature déchaînée. Clara se tenait à la fenêtre du bureau de Jacob, regardant les éclairs illuminer le ranch de leur flash d'un blanc aveuglant. Derrière elle, Jacob travaillait à son bureau, calculant les pertes causées par la sécheresse et la récente attaque. Ils avaient trouvé un rythme facile depuis la mort de Kane. Des silences confortables, des repas partagés, le tissage progressif de 2 vies. Le ruisseau va déborder, observa-t-elle, remarquant que l'eau coulait dans des torrents où elle n'avait pas coulé depuis des mois. Nous devrions déplacer le bétail des pâturages en contrebas. Jacob leva les yeux, appréciant, comme toujours, son esprit pratique. J'ai déjà envoyé Tom et les garçons s'en occuper. Ils emmènent le troupeau vers des terres plus élevées. Un autre coup de tonnerre secoua la maison. Au loin, Clara pouvait voir des lanternes se balancer tandis que les ouvriers du ranch s'efforçaient de mettre à l'abri tout ce qui risquait d'être emporté par les eaux. Puis, couvrant le bruit de la tempête, un son qui lui glaça le sang se fit entendre. Des coups de feu provenant de la ville, dit Jacob, qui avait déjà saisi son fusil. D'autres coups de feu, rapides et désespérés. Clara attrapa son arme. Elle la gardait près d'elle depuis l'attaque. Quelque chose ne va pas. Ce ne sont pas des coupes de feu de célébration. Pete Morrison fit irruption dans la pièce, trempé et les yeux exorbités. Les cavaliers du patron arrivaient de la ville. Ils disent que c'est le gang de Kane. Ce qu'il en reste, ils attaquent pour venger Luther. Le cœur de Clara se serra. Elle avait tué Kane, mais elle avait oublié les autres membres de son gang qui n'étaient pas au camp minier. Bien sûr, ils voulaient du sang pour du sang. Combien? Demanda Jacob, déjà en mouvement. 8, peut-être 10. Ils ont d'abord attaqué la banque, puis le saloon. Le shérif est mort. Ils tirent sur tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. La voix de Pete se brisa. Ils disent qu'ils veulent la femme qui a tué leur chef. Armez tous les hommes, ordonna Jacob. Mettez en place des positions défensives. Ils veulent nous attaquer ici. Nous serons prêts. Mais Clara se dirigeait déjà vers la porte. Non, plus personne ne mourra à cause de moi. J'irai en ville. Je les affronterai là-bas. Jacob lui attrapa le bras. Certainement pas. On en a déjà parlé, Clara. On reste ensemble. La ville ne mérite pas ça. Elle se libéra de son emprise, la voix pleine d'angoisse. Ce sont des innocents qui meurent. La femme du banquier, l'institutrice, des gens qui n'ont jamais fait de mal à personne. Je ne peux pas avoir plus de sang sur les mains. Ce n'est pas ton sang, dit Jacob fermement. Tu t'es défendu contre un meurtrier. Ce sont ces hommes qui ont choisi la violence. C'est leur responsabilité, pas la tienne. À travers la pluie, d'autres bruits se firent entendre, des cris de chevaux, la lueur lointaine d'un incendie. Le gang ne venait pas au ranch. Ils détruisaient la ville, essayant d'attirer Clara dehors. Alors nous allons à eux. Clara décida, tous ensemble, la ville a aidé à défendre le ranch. Maintenant, nous lui rendons l'appareil. Jacob scruta son visage.
Puis il acquiesça. Tom, rassemble les hommes. Nous partons pour la ville. En quelques minutes, ils étaient à cheval et chevauchaient à travers la tempête. Clara n'avait jamais vu une pluie pareille. Elle transformait la route familière en une rivière de boue et rendait la visibilité presque impossible. Les éclairs illuminaient par instants la scène infernale qui se déroulait devant eux. Redemption Creek était en feu. Malgré la pluie, plusieurs bâtiments étaient en flammes. Les assaillants avaient utilisé du pétrole, s'assurant ainsi que les incendies résisteraient aux tentatives de la nature de les éteindre. Des corps gisaient dans la rue. Les habitants de la ville se blottissaient dans les entrées, trop effrayés pour fuir ou se battre. Là, Tom désigna le saloon où des éclairs indiquaient une fusillade en cours. Ils se séparèrent, Jacob menant la moitié des hommes vers le saloon tandis que Clara emmenait les autres pour contourner par derrière. Elle pataugeait dans les rues boueuses. Le Colt de Robert était bien en main malgré la pluie qui lui coulait sur le visage. Une silhouette surgit d'une ruelle, l'un des hommes de King. Elle le reconnut grâce aux avis de recherche. Il la vit, leva son arme, mais Clara fut plus rapide. Le Colt aboya une fois et il tomba face contre terre dans la boue. « Ça fait un », marmonna-t-elle en avançant. La scène au saloon était chaotique. Plusieurs habitants s'étaient barricadés à l'intérieur, échangeant des coupes de feu avec les membres du gang qui s'étaient mis à couvert derrière des abreuvoirs et des chariots. Clara pouvait voir Buck Watson parmi les défenseurs. Même cet idiot avait trouvé le courage d'agir lorsque sa ville était menacée. Murphy, appela une voix, l'un des membres du gang, un homme maigre au regard cruel. Je l'ai, la femme brûlée est ici. Clara plongea alors que des balles sifflaient à l'endroit où elle se tenait. Elle roula sur elle-même, se releva, tira et repoussa l'homme vers son abri. Mais maintenant, il savait qu'elle était là, la cible principale. Clara Thornton, une nouvelle voix, autoritaire et froide. La nouvelle chef du gang, supposa-t-elle. Tu as tué Luther Kane. Maintenant, nous allons brûler ta nouvelle ville comme tu as brûlé celle du Kansas. Je n'ai pas brûlé au Kansas, répliqua Clara, surprise par la fermeté de sa voix. J'ai survécu, tout comme cette ville survivra à votre attaque. Elle changea rapidement de position, sachant qu'il ciblerait sa voix. Tant mieux, qu'il se concentre sur elle pendant que Jacob et les autres se mettaient en position. La bataille faisait rage dans les rues. La pluie et la fumée des armes à feu créaient un brouillard infernal éclairé par les éclairs et les flashs des canons. Clara perdit le compte du nombre de coups qu'elle avait tirés, du nombre de fois où elle avait échappé de justesse à la mort. Son monde se réduisait à la survie. Bouger, tirer, recharger, répéter. Puis elle vit sa chance. 3 membres du gang s'étaient retranchés dans l'écurie, l'utilisant comme bastion pour immobiliser les défenseurs. Mais Clara connaissait cette écurie. Elle y avait aidé à mettre au monde un poulain la semaine précédente. Il y avait une planche fragile dans le mur du fond. Se déplaçant avec précaution, elle fit le tour. La planche céda sous la pression et elle se glissa à l'intérieur. Les 3 hommes étaient concentrés sur l'entrée principale, serrant sans relâche sur tout ce qui bougeait. Clara avait une vue dégagée sur les 3. Pendant un instant, elle hésita. Ces hommes étaient des tueurs. Oui, mais leur tirer dans le dos? L'un d'eux éclata d'un rire sinistre et rauque. « T'as vu la tête de cet homme quand j'ai tiré sur son mari? Ça n'avait pas de prix. » L'hésitation de Clara s'évanouit. Elle le tira 3 fois, rapidement et avec précision. 2 hommes tombèrent immédiatement. Le 3e se retourna, blessé, essayant de dégainer son arme. Jacob apparut dans l'embrasure de la porte, achevant ce que Clara avait commencé. « Derrière toi !» cria Jacob. Clara se retourna et vit un autre membre du gang qui l'avait suivi à travers la planche mal fixée. Il levait son arme, le doigt sur la gâchette. Le temps ralentit. Elle savait avec une froide certitude qu'elle ne pourrait pas bouger assez vite. Le coup de feu résonna avec une intensité incroyable dans cet espace confiné. Clara attendit l'impact, la douleur. Au lieu de cela, l'homme bascula en avant. Derrière lui se tenait Sarah Mills, la veuve de la vente aux enchères, tenant un fusil fumant de ses mains tremblantes. « Vous nous avez défendus au ranch, » dit simplement Sarah. « Je vous rends l'appareil. » Le combat tournait à l'avantage des ranchers. Encouragés par l'arrivée des combattants du ranch, les habitants de la ville se joignirent à la mêlée. Les membres restants du gang, réalisant qu'ils avaient perdu l'avantage de la surprise et du nombre, tentèrent de s'enfuir.
Ne les laissez pas s'échapper, cria quelqu'un. Ils reviendront. C'est Pete qui mit fin au combat. Le jeune rancher, âgé d'à peine 20 ans, se tenait au milieu de Main Street, tandis que les 3 derniers membres du gang tentaient de s'enfuir à cheval. Son fusil crépita 3 fois. 3 scènes se vidèrent. Le silence s'installa, seulement rompu par la pluie et les gémissements des blessés. Clara se tenait à l'entrée de l'écurie, soudainement consciente d'une douzaine de petites blessures, coupures, contusions, une éraflure à l'épaule qui saignait abondamment. Clara. Jacob était à côté d'elle, ses mains cherchant des blessures graves. « Tu es touchée? »« Je vais bien. » Ce n'était pas vrai. Pas vraiment. Mais elle était en vie. Ils étaient en vie. La ville. Nous avons perdu de bonnes personnes, dit Jacob d'un ton sombre. Mais cela aurait pu être pire. Ça l'aurait été si nous n'étions pas venus. Ils sortirent dans la rue et trouvèrent les habitants en train d'organiser des chaînes humaines pour éteindre les incendies, de soigner les blessés et de recouvrir les morts. Le juge Morrison, qui s'était caché dans sa cave pendant le combat, semblait prendre les choses en main avec une efficacité bureaucratique. Madame Thornton, Ezra Blackwood, le marchand qui avait enchéri contre Jacob lors de la vente aux enchères, s'approcha avec hésitation. « Je vous dois des excuses et mes remerciements. Vous et M. Harlow nous avez sauvés ce soir. » Clara ne savait pas comment répondre à cela. Elle fut sauvée par Maria, qui apparut avec des fournitures médicales, s'affairant autour des blessures de Clara comme une mère poule. « Toujours en train de te battre, » gronda Maria en nettoyant de la blessure à l'épaule. « D'abord les serpents, maintenant les bandidos, et ensuite... » « Espérons rien, » répondit Clara, épuisée. « Je pense avoir assez combattu pour toute une vie. » L'aube se levait lorsqu'ils retournèrent au ranch. La tempête était passée, laissant derrière elle un ciel clair et l'odeur douce de la terre lavée par la pluie. Clara se tenait sous le porche, regardant le soleil peindre le paysage humide de nuances dorées et vertes. « C'est fini, » dit Jacob en la rejoignant. « Kane et son gang est fini. Tu peux arrêter de regarder derrière toi maintenant. » Clara se blottit contre lui, réconfortée par sa chaleur. « Je ne sais pas comment faire. J'ai passé tellement de temps à fuir ou à me battre. Alors peut-être qu'il est temps d'essayer autre chose. Vivre, par exemple. »« Vivre ?» répéta Clara, goûtant le mot. « Avec toi, si tu veux bien de moi, avec mes cicatrices, mon entêtement et tout le reste. » Clara se tourna vers lui, face à lui dans la lumière du matin. Elle pouvait voir la fatigue sur son visage, le sang sur ses vêtements, la façon dont il ménageait son côté blessé, mais aussi la fermeté dans ses yeux, la douce force qui l'avait attiré dès le début. « Les habitants de la ville, » dit-elle lentement. « Ils se sont battus pour moi. Sarah Mills m'a sauvé la vie après tout ce qui s'est passé, après tous les murmures et les regards. Tu as gagné leur respect, » dit simplement Jacob, en les défendant quand cela comptait. C'est comme ça que ça marche ici. Les actions comptent plus que les apparences. Alors je ferais mieux de m'assurer que mes actions méritent le respect. Clara prit une profonde inspiration. Oui, Jacob Harlow, je t'accepte. Avec tes cicatrices, ton entêtement et tout le reste. Il l'embrassa tandis que le soleil montait dans le ciel, baignant le ranch arrosé par la pluie de sa lumière. Autour d'eux, la vie continuait. Maria étendait le linge, Tom dirigeait les réparations. Le rythme normal d'un ranch en activité reprenait. Mais pour Clara et Jacob, debout ensemble sous le porche de ce qui était désormais véritablement leur maison, un nouveau chapitre commençait. La sécheresse avait pris fin. Les démons du passé gisaient morts dans les rues boueuses. Et l'amour, têtu et improbable comme l'herbe des prairies, avait pris racine dans un sol qui semblait trop endommagé pour permettre une nouvelle croissance. « Et maintenant ?» demanda Clara en regardant un aigle tourner au-dessus de leur tête. « Quoi qu'il arrive, » répondit Jacob en l'enlaçant fermement. « Nous y ferons face ensemble. Ensemble. » Ce mot qui semblait autrefois impossible ressemblait désormais à une promesse. Clara pensa à Robert et Timothy, toujours dans son cœur, mais plus comme des chaînes qui la liaient au chagrin. Ils auraient voulu cela pour elle, cette seconde chance, ce bonheur inattendu. L'aigle poussa un cri et s'éleva plus haut, chevauchant des courants que lui seul pouvait sentir. En dessous, le ranch Double H fumait doucement sous le soleil matinal, lavé et prêt pour tout ce qui allait suivre. Clara était prête, elle aussi. Le printemps arriva avec vengeance dans le Wyoming cette année-là,
comme si la nature elle-même célébrait la fin de la sécheresse et de la violence. La prairie fleurissait de fleurs sauvages que Clara n'avait jamais vues auparavant. Des castillejas, des roses des prairies et des tapis jaunes qui s'étendaient à l'horizon. Le ranch Double Hatch prospérait sous les pluies douces et le soleil réchauffant, tout comme la relation entre son maître et la femme qui l'avait transformé en un véritable foyer. Clara se tenait dans son jardin agrandi, désormais 3 fois plus grand qu'à l'origine, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes de violet et d'or. Les tomates poussaient bien, les haricots grimpaient avec enthousiasme le long de leur tuteur, et son carré d'herbes aromatiques expérimentales emplissait l'air de son parfum. Mais ce sont les roses qui attirèrent son attention. Des rosiers rouges qu'elle avait persuadés de pousser le long de la clôture, défiant tous ceux qui disaient que les roses ne pouvaient pas survivre aux hivers du Wyoming. « Tu as fait un miracle ici, dit Jacob en s'approchant avec 2 tasses de café. C'était devenu leur rituel du soir. Regarder le coucher de soleil ensemble, discuter du travail de la journée et des projets du lendemain. « Les plantes sont indulgentes, répondit Clara en acceptant la tasse avec gratitude. Donnez-leur ce dont elles ont besoin et elles fleuriront malgré les conditions les plus difficiles. En parlant de floraison, Jacob posa sa tasse et lui prit les mains. Clara, nous devons parler de quelque chose. Elle scruta son visage, remarquant la nervosité qui semblait étrange chez un homme qui avait affronté des hors-la-loi sans broncher. Qu'y a-t-il? Le juge Morrison est passé aujourd'hui et m'a fait remarquer que ton contrat de veuve issu de la vente aux enchères expire la semaine prochaine. Légalement, tu es libre de partir. Va où tu veux, dit-il avant de marquer une pause, cherchant ses mots. Mais avant que vous ne preniez une décision, j'ai quelque chose à vous demander. Le cœur de Clara se mit à battre à tout rompre lorsque Jacob s'agenouilla dans le jardin et sortit une petite boîte en velours de sa poche. Clara Thornton, vous êtes entrée dans ma vie dans des circonstances que ni vous ni moi n'aurions choisies. Mais entre cette horrible vente aux enchères et aujourd'hui, vous êtes devenue tout pour moi. Ma partenaire, ma conscience, ma raison de construire quelque chose qui va au-delà de la terre et du bétail. Il ouvrit la boîte, révélant une simple bague en or sertie d'un petit saphir. Je te demande de rester, non pas comme une veuve contractuelle, mais comme ma femme véritable et authentique, devant Dieu et la loi. Veux-tu m'épouser? Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Pas les larmes amères du chagrin auquel elle s'était habituée, mais quelque chose de plus doux. Jacob Harlow, es-tu sûr? La ville m'accepterait peut-être maintenant. Mais en tant que votre femme, la femme marquée par les cicatrices restera toujours la femme la plus courageuse que je connaisse. Jacob l'interrompit fermement. La femme qui a sauvé mon ranch, ma vie et mon âme. La femme que j'aime. Cicatrices comprises. Alors, oui, murmura Clara, puis plus fort. Oui, je vous épouserai. Il glissa la bague à son doigt, puis se leva et l'embrassa, tandis que les ouvrières du ranch, qui avaient apparemment observé la scène depuis différents points de vue, fondaient en larmes. Maria apparut sur le porche, s'essuyant les yeux et criant quelque chose en espagnol qui ressemblait à une bénédiction. Le mariage eut lieu 2 semaines plus tard dans la petite église de Redemption Creek. Le bâtiment était bondé, non pas à cause d'une curiosité morbide, comme Clara l'avait craint, mais parce que les gens étaient sincèrement heureux pour eux. La bataille contre le gang de Kane avait créé des liens entre le ranch et la ville d'une manière que ni l'une ni l'autre des communautés n'avaient prévue. Clara portait une robe bleu pâle que Maria et Rosa avaient cousue. Sa tête n'était pas couverte d'un voile de deuil, mais d'un voile en dentelle délicate qui laissait passer la lumière. Elle s'était inquiétée de son apparence. Mais Maria avait fait des merveilles avec les mèches de cheveux qui lui restaient, les tissant avec des fleurs en soie pour en faire quelque chose de magnifique. « Tu es prête? » demanda Tom Brennan dans un geste qui toucha profondément Clara. Le contremaître avait proposé de la conduire à l'hôtel. « Je suis prête depuis le jour où j'ai cessé de fuir, » répondit Clara en prenant son bras. Les portes de l'église s'ouvrirent et Clara vit Jacob qui l'attendait à l'hôtel, beau dans son plus beau costume, mais semblant légèrement mal à l'aise avec le caractère formel de la cérémonie. Son visage, lorsqu'il la vit, cependant, était empreint d'émerveillement et d'amour, faisant tout le reste disparaître. Le révérend Douglas célébra la cérémonie avec la solennité appropriée, bien que ses yeux pétillèrent lorsqu'il arriva à la partie pour le meilleur et pour le pire.
On dirait que vous avez déjà testé cette partie de manière assez approfondie, observa-t-il, provoquant les rires de l'assemblée. Lorsque Jacob embrassa sa mariée, les acclamations qui s'élevèrent furent probablement entendues dans le comté voisin. Même Buck Watson, quelque peu ébranlé par les événements récents, sourit et applaudit. La réception eut lieu au ranch, avec des tables dressées sous les peupliers qui commençaient tout juste à bourgeonner. Toute la ville semblait être venue apporter de la nourriture et des cadeaux. Clara fut particulièrement touchée lorsque Sarah Mills lui offrit une courte pointe. Chaque femme de la ville avait contribué à la confectionner. Sarah lui expliqua que c'était pour la remercier de les avoir défendus et pour lui souhaiter la bienvenue à Redemption Creek. Clara suivit du doigt les différents motifs, chaque carré étant unique. Certains avaient clairement été réalisés par des mains expertes, d'autres étaient charmants dans leur imperfection. C'est magnifique. Merci à vous tous. Alors que la soirée avançait et que la danse commençait, Clara se retrouva momentanément seule, regardant la fête depuis le porche. La Clara d'il y a 2 ans n'aurait jamais pu imaginer cela. Le bonheur après une telle perte, l'acceptation après de telles cicatrices, l'amour après une telle violence. « Tu n'as aucun regret ?» demanda Jacob en la rejoignant. « Aucun regret », confirma-t-elle. « Robert aurait voulu que je trouve la paix, que je retrouve un but dans la vie. » Elle leva les yeux vers son nouveau mari. « Tu penses que nous allons mener une vie tranquille à partir de maintenant ?» demanda Jacob avec un sourire. Clara rit. Le son se propagea à travers le ranch. Dans un ranch d'élevage du Wyoming, pendant la saison des vélages, avec les sécheresses, les tempêtes et tout ce que cette terre nous réserve. « J'en doute, tant mieux, dit Jacob en la serrant contre lui. Je détesterais m'ennuyer. » Pete Morrison apparut, violon à la main. « Madame Harlow, il est temps que vous et le patron meniez la danse. » Madame Harlow. Ce nom semblait étrange aux oreilles de Clara, mais pas désagréable. Elle avait été Madame Thornton pendant si longtemps, définie par son premier mariage et sa fin tragique. Elle avait désormais l'occasion de se redéfinir. Ils dansèrent sous les étoiles, entourés d'amis et de voisins, sur une terre qui avait été mise à l'épreuve par la sécheresse et la violence, mais qui avait survécu, tout comme Clara elle-même, tout comme leur amour. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, le juge Morrison s'approcha. « Madame Harlow, Monsieur Harlow, je voulais vous dire quelque chose. Cette vente aux enchères était une pratique honteuse. J'ai décidé d'y mettre fin. À partir de maintenant, les veuves et les femmes dans le besoin seront aidées par un fonds communautaire. Elles ne seront plus vendues comme du bétail. C'est une bonne nouvelle, monsieur le juge, dit Clara doucement. Aucune femme ne devrait avoir à se tenir sur cette estrade. Non. Le juge acquiesça, l'air honteux. Elles ne devraient pas. Vous nous avez tous appris quelque chose sur la dignité, madame, et sur le courage. Après le départ du dernier invité et le retour au calme nocturne du ranch, Clara et Jacob s'assirent sous leur porche. Son jardin s'étendait devant eux au clair de lune. Les roses qu'elle avait plantées commençaient à bourgeonner, promettant des fleurs qui grimperaient et s'étendraient, créant de la beauté à partir d'une clôture nue. « Heureuse ?» demanda Jacob. « Heureuse ?» confirma Clara. « Et reconnaissante pour les secondes chances, pour les éleveurs têtus qui font des paris stupides, pour les villes qui apprennent à voir au-delà des cicatrices, pour les veuves qui savent tuer les serpents et faire pousser des roses, ajouta Jacob. Pour l'amour qui fleurit dans les endroits les plus improbables, conclut Clara au-dessus d'eux. Les étoiles du Wyoming brillent dans leur constellation éternelle, indifférentes aux luttes et aux joies humaines. Mais en dessous, au ranch Double Hatch, 2 âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente s'accrochaient à leur bonheur inattendu. La sécheresse avait pris fin, la violence avait cessé, et dans un jardin où rien n'avait poussé depuis des années, des roses grimpaient vers les étoiles, preuve qu'avec du courage, de la détermination et de l'amour, même le sol le plus endommagé pouvait refleurir. Clara Harlow, anciennement Thornton, survivante du feu et de la perte, ferma les yeux et écouta les sons nocturnes de sa nouvelle vie. Le bétail mugissant au loin, le vent dans les peupliers, la respiration régulière de son mari à ses côtés, les sons de la maison, les sons de la paix. Demain apporterait ses propres défis, comme toujours à la frontière. Mais ce soir, elle était exactement là où elle devait être, avec l'homme qui avait vu au-delà de ses cicatrices pour découvrir la femme qui se cachait derrière
qui s'était tenu à ses côtés contre les hors-la-loi et la sécheresse. « Je t'aime, Jacob Harlow, dit-elle dans l'obscurité. « Et je t'aime, Clara Harlow, répondit-il, avec tes cicatrices, tes roses et tout le reste. » La lune s'éleva plus haut, baignant le ranch d'une lumière argentée. Et dans le jardin, le premier bouton de rose commença à s'ouvrir, libérant son parfum dans la nuit du Wyoming. Une promesse de beauté à venir, de vie renouvelée, d'amour qui avait trouvé le moyen de s'épanouir malgré tout. La fin était devenue un commencement, et Clara était impatiente de voir ce qui allait se passer ensuite. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire d'amour du Far West. J'espère que le parcours de Clara et Jacob vous a touché autant qu'il m'a touché. Où écoutez-vous cette histoire? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup entrer en contact avec des auditeurs du monde entier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne From Wild West pour découvrir d'autres récits de courage, d'amour et de rédemption issus de la frontière américaine. Que pensez-vous de la transformation de Clara, qui est passée de la tragédie au triomphe? Partagez vos impressions dans les commentaires. Je les lis tous